Salut à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur Twitch et sur Next Gen Auto. C'est parti pour un nouveau numéro de Grand Prix et Dieu sait qu'on en a des choses à vous dire ce soir parce que voilà, peut-être que vous n'étiez pas au courant, hein, si jamais on vous l'apprend, on est ravis de vous l'apprendre, mais il y avait un Grand Prix hier de Formule 1 à Sao Paulo, à Interlagos au Brésil, et ce fut, ma foi, fort intéressant. Il y a eu beaucoup de carbone un petit peu partout sur la piste, et il y a eu surtout, encore une fois, une bataille entre les deux leaders du championnat du monde, et c'est Lewis Hamilton qui en est sorti le grand vainqueur de cette bataille. On va évidemment tout vous dire sur ce Grand Prix de Sao Paulo. On vous parlera, encore une fois, de la lutte entre Red Bull et Mercedes, parce que ça devient une espèce d'escalade. Enfin, je commence à en avoir marre de toujours titrer que l'escalade continue, parce que ça s'arrête où il y a un pic à un moment donné, normalement, avant que ça redescende, mais ça a l'air de ne pas s'arrêter. Il y a encore eu pas mal de petites choses avec hier donc, et avant-hier, diverses, les diverses enquêtes au niveau de l'aileron arrière, surtout de Lewis Hamilton. Bref, on s'est encore bien amusé sur la piste et en dehors, donc c'est plutôt sympathique. Et puis on parlera en fin d'émission de deux rumeurs qui secouent le monde de la Formule 1. Alors bon, celle de Guan Yu Zhou chez Alfa Romeo ne secoue plus grand chose, hein, parce qu'on commence à s'y faire, mais ça commence à être tout doucement annoncé chez nos amis chinois, mais surtout le magazine britannique Autocar qui a décidé ce matin de lancer juste une énorme bombe comme ça, histoire de dire allez, on va s'amuser un petit peu en annonçant que c'est fait. Audi a racheté le groupe McLaren. Information immédiatement démentie. On s'expliquera quand même pourquoi il n'y a pas de fumée sans feu et surtout pourquoi un démenti, ça ne veut pas forcément dire que les choses ne vont pas se faire. C'est pas garanti, loin de là. À mes côtés, on retrouve encore une fois une belle petite équipe. On est 4, donc on devrait être avec vous environ 3h12 à peu près, hein, pour vous parler de tout ce dont on a à vous dire. Aujourd'hui, l'ami Manu est encore là. Comment ça va? Attendez, on ne vous entend pas, mais que se passe-t-il? Bon Dieu, mais c'est incroyable cette affaire. Mais si vous voulez, je peux faire la voix de Manu, mais c'est pas non plus extraordinairement intéressant. C'est vraiment super. C'est bon, maintenant on vous entend. Vous pouvez y aller. Bonsoir. Du coup, là, ça va, comme je disais, un week-end fort chargé avec des journées qui ont commencé tôt et des nuits qui ont fini très tard. Donc ça a été intense, ça a été long, mais ça a été très intéressant et du coup on a beaucoup de choses à dire. Oui, oui, des journées intenses, oui, 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 effectivement. 4 heures par jour sur Forza Horizon 5, est-ce que c'est véritablement... Mais je ne l'ai pas allumé du week-end, c'est ça le pire. C'est beau. Eh ben moi non plus. Mais ça en dit peut-être plus sur moi que sur toi. Du coup, ça c'est peut-être un peu gênant. Bien évidemment, Franck, comment ça va? Voilà, Franck était là aussi pour garantir évidemment l'interdiction formelle d'utiliser Forza 5. Donc ça a été bien respecté. Comment ça va? Je surveillais si son gamer tag était en ligne ou pas et ça va. Il a respecté là. Salut tout le monde. Écoutez, je vois qu'on a eu l'un des plus beaux, si ce n'est le plus beau Grand Prix de la saison ce week-end. Je crois que voilà, cette saison, on tient vraiment toutes ses promesses. Ça a été encore d'une intensité rare et ça s'est pour une fois réglé en piste et de manière à peu près correcte. Donc on va bien en débattre. Ça s'est réglé en piste. Ils ont été un petit peu en dehors de la piste de temps en temps. Tout de même, Lewis Hamilton et Max Verstappen. Mais ça s'est terminé sans contact. Donc du coup, le théorème des qualifs sprint ne marche plus, malheureusement. C'est Ross Brawn d'ailleurs qu'on est le premier, désolé. Et notre ami Paul, comment ça va ce soir, Paul? Salut Michael, salut à tous. Ça va super bien, super excité à discuter de cette course. Ça a été, je rejoins Franck, pour moi aussi la meilleure course de l'année. Une lutte pour la victoire entre les deux protagonistes au championnat. On a annoncé une victoire de Red Bull, c'est Mercedes qui gagne. Et puis la lutte en dehors de la piste qui revient de plus belle aussi. Donc que demander de mieux? Que demande le peuple? Je trouve quand même qu'on a eu plus beau. Enfin, voilà, on est peut-être. Je me laisse avoir par cette saison. On commence à me dire que c'est quasiment normal ce genre de course, mais c'est vrai que c'était quand même un très beau Grand Prix. Je pense que là, on n'a rien à dire là-dessus. Enfin, on a beaucoup de choses à dire sur le Grand Prix, très clairement. 101 victoires désormais pour Lewis Hamilton. Ça grimpe à un rythme qui est moins soutenu, mais ça fait qu'à chaque nouvelle victoire, maintenant le chiffre est peut-être un peu plus impressionnant, bien sûr. Mais ce qu'il faut surtout dire, c'est que Lewis Hamilton, techniquement, il est parti dernier pour un Grand Prix de 400 km. Et il est revenu comme ça jusqu'à la victoire. Pas se le cacher, un petit merci à la Cadif Sprint, du coup, quand même, parce que je ne pense pas qu'il aurait pu aller chercher la victoire s'il était parti 20e dimanche. Mais il a quand même dû remonter depuis la 10e position. Et je pense qu'on peut commencer là-dessus. Merci Chocolito pour l'abonnement avec Prime. Mais je veux qu'on commence là-dessus, messieurs, parce que c'était un petit peu un coup de gueule que j'ai passé dans mon débrief hier. Mais je trouve quand même que voilà, ça diminue beaucoup et ça minimise beaucoup cette victoire de Lewis Hamilton. Comme si, voilà, de toute façon, c'est la voiture qui fait tout, et puis c'est le DRS, et puis ceci, et puis cela. Faut quand même aller la chercher quand on doit remonter quand même 24 voitures sur un week-end, Franck. C'est quand même assez impressionnant.
Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. J'ai écouté ton débrief en replay parce qu'on travaillait au moment où tu l'as fait. Mais j'étais totalement d'accord avec toi. C'est effectivement se plaindre de ces dépassements au DRS ou que la Mercedes est trop rapide en ligne droite et que c'est une formalité pour lui de dépasser. Alors oui, on en reparlera de la puissance et la vitesse en ligne droite de Mercedes ce week-end. Il y a quand même des questions qui se posent et légitimes, hein, voilà, autant dans le camp Red Bull que dans le camp des fans aussi. Voilà. Comment une Mercedes W12 arrive à être aussi rapide en ligne droite, surtout comparé à Bottas ou à d'autres clients Mercedes, mais bon, ça on y viendra, mais il faut faire le job, quoi. Je veux dire, Lewis Hamilton, il fait le job. Je veux dire, les autres n'ont pas fait le job. Les autres ont aussi le DRS et ils peuvent aussi dépasser, ils peuvent aussi chercher des choses. Alors, est-ce que les autres sont plus frileux parce que c'est Lewis Hamilton qui les dépasse? On n'a pas envie de perturber le championnat. Il y a peut-être un poil de ça, mais je veux dire, il faut quand même aller les chercher, quoi. Ça fait quand même une remontée on passe de 20e à 5e du coup sur la quali sprint. Et là, comme tu dis, effectivement, merci la quali sprint ce week-end-là, et ça tombait vraiment bien pour lui. Parce que sinon, effectivement, à partir 20e au Brésil, il remontait peut-être sur le podium au mieux, mais il n'allait pas chercher Verstappen sur une victoire sur le long terme, sur la longue course de 300 km. Mais non, il faut faire le job, il faut aller dépasser, il faut aller piquer au freinage, toute proportion gardée par rapport effectivement à sa vitesse de pointe, ce qui a fait que ça lui a quand même bien facilité les choses, et aussi pendant le Grand Prix, on en reparlera. Mais ouais, non, moi je l'ai trouvé très très impressionnant, Lewis, ce week-end. On promettait encore un week-end plutôt Red Bull. C'était totalement le contraire, c'est plutôt un week-end Mercedes. Voilà, donc encore une fois, une saison qui vraiment nous surprend de Grand Prix en Grand Prix. Et en plus, je veux dire, c'est un circuit qui est court. Il met quand même 3-4 dixièmes constamment au Red Bull lors des essais, lors de la qualif. Il met aussi cette pilule-là à son équipier. Je veux dire, il était survolté, il était en feu. Alors, il avait un moteur neuf. Beaucoup estiment que c'est grandement dû à ça. Ça explique certainement une partie, mais pas tout. Ouais, quand Red Bull mettait aussi un moteur neuf, on n'avait pas non plus un tel écart, donc je pense pas que le nouveau moteur Mercedes à chaque fois soit si gigantesque. Bottas n'a pas un moteur qui est très vieux, Manu, non plus. Donc, Non, et puis le reste du peloton non plus. On a quand même vu un paquet de pilotes renvoyés en fond de grille depuis 3-4 courses parce qu'ils avaient un nouveau moteur. Donc c'est pas comme si Hamilton avait un moteur qui avait 2 km et que les autres avaient des moteurs qui avaient 3000 km. En fait, ou 4000 ou 5000 km. C'est des moteurs qui sont assez récents pour tout le monde. Et alors oui, il a trouvé quelque chose qui a réussi vraiment à faire aller vite la Mercedes, enfin sa Mercedes, mais ça s'est joué sur bien d'autres choses que simplement le moteur. Et encore une fois, c'est pareil, quand Verstappen remonte à Sochi, effectivement, il a un moteur neuf, mais il y a aussi le pilotage qui fait la différence. Et c'est vrai que c'est fatigant de voir les gens toujours résumer le truc à sa voiture. Et puis encore une fois, si Hamilton a la voiture qu'il a aujourd'hui, c'est parce que ça fait 4 ans qu'il développe un modèle qui évolue chaque année et qui évolue aux mains de qui? De Lewis Hamilton. Donc il est aussi responsable d'avoir cette osmose avec la voiture. Et on l'a bien vu d'ailleurs vendredi en essai libre 1. Il commence le week-end en disant que le train avant ne fonctionne pas, qu'il n'arrive pas à avoir d'adhérence. Et au fur et à mesure, il affine. Les communications radio qui ont été diffusées étaient super intéressantes. Parce qu'au fur et à mesure, il affine, il dit oui, non, en fait, c'est la suspension qui ne va pas, le réglage de suspension ne va pas, etc. Et au bout d'un moment, il dit ça va. Et à partir de là, il fait les meilleurs temps. Et en fait, de là, il fait le meilleur temps de la qualif. Et le lendemain, il domine le sprint. Enfin, en tout cas, il est le plus rapide dans le sprint. Et la course de dimanche. Et effectivement, il fait quand même 25 dépassements en 95 tours sur l'ensemble du week-end. C'est une performance qui est vraiment monstrueuse. Quand on voit le nombre de gens qui s'extasient, par exemple, de ce qu'a fait Raikkonen à Suzuka en 2005, qui est toujours une course qui revient aujourd'hui en disant oui, il part 17e, il finit premier, là, c'est pareil. C'est sur 2 jours et c'est différent, mais n'empêche que Hamilton fait une grosse performance. Et hier, il efface des Ferrari et des McLaren qui ne sont pas des voitures faciles à dépasser. Donc, il les efface littéralement. Et en fait, au bout de 6 tours, il est déjà 3e, quoi. Donc, moi, je trouve que c'est dommage de voir encore des gens essayer de minimiser son talent. Au bout d'un moment, il a 101 victoires. C'est une de ses meilleures courses. Il a fait quelques chefs-d'œuvre dans sa carrière. Et c'est bien normal qu'en 101 victoires, il y en ait des magistrales. Donc, là-dessus, il n'y a rien à dire. Et je pense qu'effectivement, oui, la voiture était meilleure. Mais elle était aussi meilleure parce que c'était Hamilton qui la conduisait. Je ne pense pas que Bottas aurait fait la même performance. Et on a déjà vu Bottas, avec un moteur neuf, ne pas réussir à remonter. Donc, c'est la voiture. C'est entièrement la voiture. Je vais mettre ce projecteur. Elle est pas bonne dans le trafic. Je vais mettre ce projecteur. Il va battre Valtteri Bottas. Je vais mettre cette manette de Xbox 360. Elle va battre Valtteri Bottas aussi. Elle va mettre une branlée à tout le monde parce que c'est la voiture. C'est pas compliqué. C'est ce qu'on devrait croire, mon cher Paul, si on écoute un petit peu ce que tout le monde dit depuis vendredi. C'est pas un peu chiant d'entendre toujours les mêmes choses. Surtout s'il y a bien un week-end où la preuve qu'avoir la meilleure voiture, ça suffit pas, on a la preuve.
partir dernier et finir par gagner le Grand Prix. Alors certes, merci la course sprint, mais il fallait gagner 15 places en 24 tours. C'était une performance déjà assez impressionnante. Et vous parliez de Bottas, la différence, elle se voit tout de suite. Hamilton, il passe Pérez en 2 tours. Bottas, finalement, sans la voiture de sécurité virtuelle, il aurait terminé 4e de cette course. Il a pas réussi à rattraper Pérez suffisamment pour tenter de le dépasser, alors que Hamilton, ça lui a pris 2 tours. Et ensuite, il a affiché un rythme le reste de la course qui était tout simplement dans une autre catégorie. Donc, il avait la meilleure voiture, encore une fois, certes. Enfin, encore une fois, c'est pas le cas sur toutes les courses cette saison, loin de là. Mais encore faut-il savoir la piloter. Et il l'a fait d'une façon absolument magistrale. Donc non, résumer la performance de Hamilton à sa Mercedes ce week-end, ce serait, à mon sens, complètement injuste. Bon, je vois ce que tu veux dire, enfin, entre renier le talent d'Hamilton et parler de chef-d'œuvre, il y a un écart. Oui, on est tout à fait d'accord. On dit pas non plus, parce que certains ont dit que c'était peut-être aussi sa plus belle victoire de ça. Moi, je suis pas non plus forcément d'accord. Il y en a eu des impressionnantes. Et ici, voilà, c'est certes fort ce qu'il fait, mais pour moi, elle est quand même dans le top, au moins le top 20, quoi. Ce qui paraît énorme, hein, quand vous dites à quelqu'un c'est dans le top 20, ça a l'air gigantesque, mais enfin, bon, top 20 sur 101, ça va. Ça resserre quand même un petit peu le panel à disposition. Il faut quand même voilà, avouer que la manière dont il est revenu sur Verstappen. Moi, j'ai eu peur, en fait, qu'après la tentative sur Verstappen, où Verstappen l'envoie hors piste, que ce soit terminé. Je me suis dit, voilà, c'était les pneus, parce qu'avec 3 tours d'écart entre les gommes, donc c'était le pic de performance des pneus, il ne pourra pas revenir à ce point-là. Et au début, d'ailleurs, je pensais que ça commençait à me donner raison, parce qu'il ne revenait pas, et puis 5-6 tours plus tard, le temps de refroidir ses gommes, il a pu ensuite relancer une nouvelle attaque et repasser. Donc ça, c'était quand même assez fort, Manu. Je crois que tu voulais dire quelque chose. Ouais. Non, on dit c'est pas sa meilleure course et tout ça, il y a eu mieux, mais en fait, je pense qu'il faut prendre dans l'ensemble du week-end. C'est-à-dire que je suis pas convaincu qu'on puisse trouver une dizaine de week-ends où il a fait mieux que ça dans sa carrière. Et spécialement après quelques courses où tout le monde commence à dire oui, il est résigné, il fait des erreurs, il est moins rapide. On l'avait vu au Mexique être un peu, se faire distancer par Verstappen. On l'avait vu plusieurs fois cette saison avoir des difficultés et pas baisser les bras, mais déjà, comme on l'avait dit la semaine dernière, arriver en début de week-end en n'étant pas forcément très à l'aise avec sa saison ou de devoir en parler. Et puis en essai, c'était compliqué aussi. Et là, effectivement, tout le week-end, c'est quelque chose. Donc je pense que, c'est juste pour ajouter ça, je pense qu'en fait, il faut voir l'ensemble du week-end. Et je ne crois pas qu'il ait fait mieux cette année. Et il n'a pas beaucoup fait mieux dans sa carrière, à mon avis. Je veux te rejoindre là-dessus, Manu, parce que dans l'ère hybride, en tout cas, c'est clairement une de ses plus belles. Il faut se rappeler le contexte aussi. Il y a d'autres saisons où il a tellement d'avance qu'on se dit, bon, de toute façon, s'il perd la course, c'est pas la fin du monde, il a 50 points d'avance sur Bottas ou sur Verstappen. Là, il est 2e du championnat, il part dernier quand son rival part 2e sur la grille. C'est lui qui a tout à perdre finalement, parce que s'il n'est pas champion, on soulignera peut-être autant ça que le fait que Verstappen gagne son premier titre. Il a des pénalités, il a tout contre lui et il remonte, quoi. C'est ça qui est fort. C'est là que on peut aussi souligner l'aspect mental. C'est un monstre. Il ne doute pas, quoi. Revenir et se relever à chaque fois de tous les obstacles qu'il a, c'est ça qui est très fort. Donc, moi, je te rejoins, Manu. C'est peut-être pas sa plus belle en carrière de la saison, c'est sûr. Et peut-être chez Mercedes, parce que il avait jamais fait ça avant, remonter tout un peloton comme ça. Et en plus, dans le contexte qu'il a de être le poursuivant cette année au championnat. Il lui était pas arrivé depuis tout longtemps, l'air de rien. Excusez-moi, mais je viens juste de lire une connerie plus grosse que Stonehenge sur le chat. Ça fait longtemps qu'il n'a pas eu à remonter autant. Mais ce n'est pas le nombre de dépassements qui augmente une performance, confère le classement des dépassements. Écoutez, moi je trouve que dire des bêtises pareilles, c'est insupportable, mon cher Manjox. À un moment donné, on a la plus belle lutte de l'histoire du classement crypto.com des dépassements. Il y a 2 dépassements d'écart entre Alonso et Vettel, si le truc est à jour. Je ne sais pas si ça l'est. Si ça a l'air d'être à jour. 2 dépassements d'écart. Alonso qui dépasse son rival direct, Sébastien Vettel. C'est extraordinaire. Donc, non. C'est beau. Nombre de dépassements sert clairement à définir une performance. En fait, le truc, c'est que je ne sais même pas d'où il sort. Ah si, ils ont fait. Là, ils l'ont remis que jusqu'aux Pays-Bas. Donc, on sait pas, les chiffres, on ne sait pas d'où il sort. Mais bon, c'est Alonso qui est premier, donc c'est un très beau classement. C'est un très très bon Formule 1 que je suis personnellement avec beaucoup d'intérêt. Il a fait 10 dépassements hier, Fernando Alonso. 10. Enfin, il compte aussi la qualif sprint du coup. Parce qu'ils en ont mis 25 pour Hamilton. Donc je pense qu'ils doivent aussi compter la qualif sprint dans ce lot. On parlera bien évidemment tout à l'heure de Fernando Alonso et donc du Crypto.com Overtaking Award parce que... Oui. Alonso premier des livres 2 aussi, le temps fort de ce week-end quand même. Ouais. Ah mais je n'en pouvais plus. Moi. Tu te rends pas compte à quel point ça fait du bien de voir marquer fastest au-dessus de Fernando Alonso. Enfin la vérité qui est un petit peu révélée au grand jour, ça fait du bien quoi. C'est tout.
Et là, maintenant, les gens vont dire, mais voilà, mais Next Gen, de toute façon, c'est un repère de fans d'Alonso. Non, non, il n'y a que moi. Et je ne suis pas sur Next Gen, rassurez-vous, tout va bien. Moi, j'ai le droit. On Dissocie refuse l'équipe. qu'il écrive. Il écrira pas. Je n'écrirai pas un seul article, rendez-vous compte, c'est quand même dit. Mais pour revenir quand même à ce qui se passe devant le classement, Snipes qui ne dit pas vraiment la vérité. Oh, second degré, les amis, second degré, n'oubliez pas. Certes, Alonso est le meilleur pilote de tous les temps, mais quand même, second degré, n'oublions pas. Bon, ce qui nous a quand même fortement agité hier, c'est Michael Masi. Pour la 17e course consécutive maintenant à peu près. Bon, comme d'habitude, je me permets, je vous balance mon avis et puis je verrai un petit peu ce que vous en pensez. Mais donc, il faut arrêter de le voir partout. Max Verstappen et Lewis Hamilton qui se battent et qui se retrouvent tous les deux hors piste. Ce qui est quand même quasiment jamais vu. Et les commissaires qui ont dit non. C'est bon, il n'y a pas besoin. Ils étaient 4 ce week-end, les commissaires. On rappelle qu'il y avait 2 anciens pilotes, Roberto Moreno et Vito Antonio Luzzi. Donc à un moment donné, quand même, là, bon, ça devient... je vais avoir votre avis, pour commencer, avant de parler vraiment de Michael Masi, mais pour commencer, est-ce qu'on est, Franck, dans du let them race, dans du voilà, il faut qu'ils se battent machin, ou est-ce qu'à un moment donné, il faut avoir une certaine constance? Comment est-ce que tu jugerais ça? Là, il fallait taper du poing sur la table par rapport à Max Verstappen. Je suis désolé, mais à chaque fois qu'il y a une bataille en piste avec Max, il sait très bien que quand il se met à l'intérieur et qu'il prolonge son freinage, il force forcément son adversaire à soit se rabattre sur lui et du coup aller à l'accrochage, soit à sortir. Alors là, ils ont de la chance, il n'y a pas d'herbe, il n'y a pas de mur, il n'y a rien de tout ça. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que s'il y a de l'herbe ou un mur, ça veut dire j'élimine mon adversaire, quoi. Quitte à pas me laisser passer, tant pis, je vais au crash, je vais à la collision. Moi, je suis désolé. Là, les deux s'en sortent parce que derrière, il y a de l'asphalte, ça passe. Verstappen, il n'arrive pas à comprendre que sur ce genre d'action, il faut savoir à un moment dire, ok, je peux pas, quoi. Je peux pas non plus prolonger mon freinage de manière indéfinie et tant pis si ça va dehors, quoi. En plus, il le dit lui-même. Il dit, j'ai pris l'option la plus sûre qui est de prolonger dehors. Ouais, mais non, garçon, il y a quelqu'un à côté de toi. Là, je suis désolé, les commissaires auraient dû taper du poing sur la table. Je suis pour la philosophie du let them race. Je suis d'accord qu'il faut effectivement moins pénaliser, laisser un petit peu quelques batailles un peu plus tendues en piste. Mais là, je suis désolé, c'est pas la première fois qu'il fait le coup. Et on se rend compte que pour que Hamilton réussisse à le passer, entre guillemets, sans souci, la deuxième tentative, en fait, il faut qu'il réussisse à le passer dans la ligne droite et qu'il arrive à se placer devant au freinage. Sinon, il refait la même. C'est la seule manière dont il a réussi à trouver pour ne pas être, enquiquiné, emmerdé au freinage suivant, quoi. Et c'est pas la première fois que Max fait ça, c'est pas la première fois qu'il dit que la piste c'est à lui, mais même si pour lui il faut aller plus loin et sortir. Voilà, donc moi c'est un gros carton rouge pour Max là-dessus. J'adore ce pilote parce que voilà, il me fait triper, voilà, vraiment ne rien lâcher tout ça, comme Lewis aussi. Moi franchement je suis vraiment 50-50 cette année sur les deux, quel que soit le champion, ça sera génial pour la F1. Mais là non, je suis désolé, Max il va trop loin sur ce genre d'action. Donc voilà, ça c'est mon avis, c'est un peu mon coup de gueule, c'est mon carton rouge et j'espère qu'il y aura une suite à tout ça parce qu'en fait voilà, Messi attend d'autres images, peut-être les commissaires. Est-ce qu'ils vont ouvrir quelque chose, au moins briefer les pilotes, les convoquer, voilà, pour en parler de manière un peu plus claire. Mais ce genre d'action où effectivement, tant pis pour le pilote qui est à l'extérieur, non, c'est pas possible, quoi. C'est plus possible. Voilà. Disons que les autres images, ils risquent de pas les avoir, quoi. C'est un peu le souci puisque la caméra de Verstappen n'existe tout simplement pas. Si, elles existent, mais elles n'ont pas été diffusées. Si, alors justement, en fait, elles existent que tout filme en permanence, c'est juste qu'après la réal fait un pré. D'accord. Et opte pour une ou l'autre des caméras, mais tout filme en permanence. Et apparemment, de ce qui se dit, pour l'instant, c'est pas confirmé, mais Maisie aurait vu les images aujourd'hui et aurait en plus avoué que l'action était répréhensible. Et je voulais juste faire une précision avant de donner mon avis plus tard et de laisser Paul aussi donner le sien. En fait, c'est pas les commissaires ce coup-ci, parce que s'il y a enquête, normalement, en tout cas, s'ils ont bien respecté les règlements, c'est le directeur de course, donc Michael Masi, qui décide s'il y a une enquête, et ensuite les commissaires sont chargés de gérer l'enquête. Donc là, le fait que ce soit décidé qu'il n'y ait pas d'enquête, c'est normalement la responsabilité de Masi. Alors après, je ne sais pas s'ils ont fait comme ça ce week-end, mais en tout cas, j'ai vérifié le règlement et il stipule bien comme ça que les choses doivent se dérouler comme ça. Donc normalement, s'il n'y a pas eu d'enquête, c'est de la faute de Masi, et en plus, il dit aujourd'hui l'inverse de ce qui a été fait hier, donc ça double le problème le concernant. Vas-y, Paul.
Qu'est-ce que tu en penses, toi de... Non, bah, je vais te rejoindre à 100%. Franck, pareil, carton rouge pour Max. Il est 100% fautif sur l'action. Et heureusement qu'Hamilton a l'intelligence finalement de rester à l'extérieur. Il a même un réflexe qui sauve la course des deux, en fait. Je vais pas aller jusqu'à dire que Max a cherché l'accrochage, mais est-ce qu'inconsciemment, il s'est pas dit, bon, si on se touche, ça m'arrange moi. Est-ce qu'il vaut mieux qu'on se touche et qu'à la rigueur, on perd tous les deux des points dans l'histoire plutôt que de me faire dépasser? J'ai l'impression quand même, alors ça se passe à 300 à l'heure et en quelques fractions de secondes, et c'est facile à juger assis dans son siège et 24 heures après la course, mais c'est vrai que c'est pas la première fois. Et après que ça se soit passé, je me suis dit tout de suite, il faut absolument qu'Hamilton gagne cette course. Parce que sinon, si Verstappen gagne celle-ci et qu'il gagne le championnat à la fin, on va malheureusement le stigmatiser son titre sur cet incident. Et c'est bien pour le championnat et c'est aussi bien pour Michael Masi qui était en complète PLS dans ses déclarations. Alors, c'est cette espèce de ton poli. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais c'était. Je ne sais pas s'il est naturellement poli ou s'il était juste complètement stressé, Michael Masi, mais c'est vrai que dans l'échange avec Red Bull, c'était assez flagrant, quoi, que il est à la limite émotionnelle quand il y a quelque chose comme ça qui se passe. Et il a dû se dire encore plus que nous, pourvu qu'Hamilton gagne, parce que sinon, on va encore parler de moi et pointer la FIA. Donc, ça se termine bien, tant mieux, il n'y a pas eu d'accrochage. Mais clairement, j'espère qu'il n'y aura pas d'incident encore comme ça en fin de saison, parce qu'on n'est pas passé pas très loin d'un Silverstone et d'un Monza troisième partie. C'est vraiment pas loin. Ce qu'on sous-estime, je crois, Paul, c'est son rôle de standardiste, en fait, pendant un Grand Prix. C'est que les gens ne s'en rendent pas compte. Mais vous imaginez, les gens, vous savez, quand vous avez un problème avec votre machine, vous appelez le SAV, puis vous engueulez la personne du SAV, qui n'y est pour rien, qui n'a rien à voir là, qui fait « Oui, merci beaucoup, votre appel est extrêmement important pour nous. » Bah, il est comme ça, Michael Masi. Parce qu'il faut se rendre compte que au moment où les deux sont hors piste, t'as déjà le mec chez Red Bull qui est sur le bouton qui fait « Ah, mais Michael, let them race, machin. » C'est quand même assez fou. Comme le dit le Frec dans le chat, oui, Verstappen fait un peu du chantage à l'accrochage et c'est un peu quand même ce qu'on lui reproche depuis maintenant 6 ans. Ça commence à faire un bail qui est en Formule 1, Max Verstappen, mais il est encore très jeune. Mais moi, je sais pas si c'est aussi ce qui vous a choqué, c'est le fait que les deux étaient dehors, en fait. Les deux sont hors piste. Donc à partir du et puis pas d'un peu. C'est-à-dire que Verstappen, on peut encore mettre 3 voitures quasiment à côté de lui avant qu'il revienne sur le tracé, quoi. C'est ça, et le souci, c'est que Hamilton est obligé de vraiment, mais littéralement, c'est même pas qu'il doit ouvrir son virage, c'est qu'il est obligé de mettre un coup de volant vers la droite, alors que le virage est à gauche. Donc c'est bien que Verstappen passe où il n'y a pas la place. Et quand même, il y a l'image depuis le haut montre qu'à un moment donné, la roue arrière de Hamilton est devant la roue avant de Verstappen. Donc en fait, moi, c'est ça qui m'embête un peu, c'est que j'ai l'impression que Verstappen n'a pas changé, alors que je pensais vraiment qu'il avait mûri. Et quand il est sous pression, on dirait que les vieux démons reviennent. Et en fait, quand il a vu que Hamilton était en train de passer, parce que concrètement, vu comme il était placé, il était vraiment tout à l'intérieur, il était obligé de freiner beaucoup plus fort s'il voulait prendre son virage et pas sortir. Et je pense qu'il s'est dit, bah non, de toute façon, c'est hors de question, je le laisse passer. Donc on voit ce côté justement où effectivement, il ne concède pas la possibilité d'avoir perdu un virage. C'est-à-dire qu'il a déjà fait au départ cette année plusieurs fois. On a vu à Imola, on a vu à Barcelone que il passe en force et puis derrière, c'est aux autres de se pousser. Ça me gêne moins sur un départ, ça me gêne beaucoup plus quand c'est la tentative de dépassement d'un adversaire en fait. Et je trouve que là-dessus, c'est un peu le problème et j'ai effectivement un peu peur que ça se reproduise à partir du moment où Hamilton sera derrière et est en train de le dépasser, quoi. J'estime qu'il le fait surtout avec Hamilton, quoi. C'est que bon, alors après, il est rarement en bataille avec quelqu'un d'autre en ce moment, hein, bien évidemment. Il y a eu sur le départ avec Bottas, où là, je sais pas si vous êtes d'accord, mais je pense que Bottas n'aurait pas dû forcer à ce point-là, et c'est un peu ce qui précipite le fait qu'il perde la deuxième place plus tard. Ah oui, trop tendre au départ. Oui. Oui, encore une fois, il s'efface beaucoup trop facilement et il doit offrir une résistance bien plus forte que ça à Max quand même. Mais alors attention, moi je trouve justement, Paul, il aurait pas dû résister autant. C'est-à-dire que si vous regardez le départ, en fait, il reste à côté de Verstappen, alors que Verstappen le pousse, on le voit très bien, et il essaye de forcer encore avant le virage à droite. Alors que si c'était mis derrière, il aurait pu au moins peut-être mieux se replacer et pas attaquer Verstappen, mais être moins à la merci de Perez derrière. Oui, je suis d'accord, mais malgré tout, je trouve qu'il se met trop facilement et trop rapidement hors piste, même si je suis d'accord, il n'a peut-être pas pris la trajectoire la plus optimale. Malgré tout, ça en dit long sur le fait que Bottas s'efface trop facilement. Alors c'est peut-être qu'en disant ça, je lui fais un peu payer ce qu'il a fait sur les courses d'avant. Malgré tout, j'aurais aimé pour une fois voir Bottas un petit peu plus agressif. Comme on l'a vu à la course au sprint finalement, et, on voit qu'en Grand Prix, c'était aussi un tout autre Max Verstappen au départ, tout simplement.
Et moi, je trouve que Perez montre vachement plus ce que Max Verstappen aurait dû faire en fait dans la lutte. Alors autant Perez est quand même en dessous de Verstappen globalement et même sur le week-end, mais je trouve que la lutte de Perez a montré qu'on peut lutter avec Hamilton en étant propre et en résistant au moins aussi à une attaque de Hamilton. Et en fait, Perez avait l'autre philosophie qui consistait à rester à l'extérieur au virage 1 pour justement laisser Hamilton mal se placer dans les S de Senna et pouvoir le reprendre à l'aspiration dans la deuxième zone DRS. Et c'est comme ça que Perez le repasse une fois. Et en fait, alors ça marche pas au deuxième tour parce que c'est Hamilton et que malgré tout, il était beaucoup plus rapide. Mais finalement, Verstappen fait 2 fois la même erreur. La première fois, il se trouve obligé de la corriger en allant faire un freinage de l'enfer au virage 4 qui ne passe pas, mais du coup, qui envoie les deux hors piste. Et la deuxième fois, ça passe pour Hamilton. Donc, je n'ai pas trouvé Verstappen très à l'aise dans sa défense. Et justement, je pense que c'est aussi ça qui l'a poussé à faire ses erreurs. Alors que, bon, après, effectivement, Bottas au départ, pour le coup, pour moi, il a trop poussé. Mais je trouve que Verstappen n'a pas été, dans tous les cas, très à l'aise avec ses attaques et ses défenses ce week-end. Ouais. Bon, après, Verstappen, il devait pousser aussi comme un malade sur ses pneus pour en résister, au moins dans le secteur intermédiaire, histoire de garder une seconde d'avance dans la zone DRS sur la ligne droite départ-arrivée. Donc, forcément, il devait taper un peu plus dans ses gommes et au bout d'un moment, il s'est retrouvé un petit peu aussi à court de gomme, entre guillemets, même si étaient tous les deux sur des pneus durs. Et heureusement que Mercedes chose des pneus durs à Hamilton, parce qu'Hamilton, je vous le rappelle, à un moment, il voulait les médiums quand même pour finir le Grand Prix. Et vu la longueur de la bataille qu'il y a eu entre les deux, et heureusement qu'il était en dur. Donc là, pour ce coup-là, coup de chapeau à la stratégie Mercedes. Bon, voilà, il faut le dire aussi. Ce qui a permis effectivement d'avoir cette bataille sur la fin du Grand Prix. Mais voilà, Verstappen, il était pas à l'aise avec Hamilton dans le dos, soyons clairs. Et il était plus à l'aise après le départ, effectivement, quand Bottas c'est un petit peu loupé sur l'envol. Bottas essaie de résister ou faire semblant de résister ou en train de montrer que, regardez, j'essaye quand même, je passe un petit peu hors piste dans les de Senna pour dire que je vais essayer de passer. C'est chaud. J'ai tout donné, oh là là là, attention, j'ai pris 30 cm d'herbe, là, j'ai peur. Voilà. Fred Vasseur, t'as vu ce que je sais faire. Vous êtes méchant. Oui. Ouais, méchant mais réaliste aussi, quoi. Donc, c'est ce qu'il pouvait faire, c'est essayer de le gêner un petit peu, quoi. Après, c'est tout ce qu'il pouvait faire. Donc, par contre, je veux comme Valtteri Bottas la liste des invités de Grand Prix. Du coup, on va commencer aussi à faire une liste de gens qui ne viendront pas. En plus, hier, c'était triste parce que je trouve que Mercedes a vraiment parlé de lui comme un animal de compagnie, un peu, parce que genre, à la radio, il dit allez, vas-y, maintenant va chercher Max et tout ça. Et puis, tu as Hamilton qui demande à Bono, il est où Valtteri? Et donc, il dit P3. Et tu as Hamilton qui fait bien joué, genre, mais presque good boy, quoi. Donc, c'était pas forcément très respectueux, même si c'était pour l'encourager. Mais on parlait comme ça à Massa, il aimait bien. Rappelez-vous. Quand Wolf parle comme ça de Bottas, moi j'imagine toujours un petit toutou là, sur lequel on fait une caresse sur la tête, tu sais. Un toutou Wolf de montage. Toutou Wolf. Un toutou Wolf. Sauf que le toutou c'est Bottas là. Elle était facile, bien sûr. Non, moi, c'est vrai, le va chercher, moi, j'en pouvais plus. Il était à 10 secondes, le gars. Il était à 10 secondes, il restait 10 tours. Oui, non, mais c'est incroyable. C'est Bottas, c'est pas Hamilton 2. Ouais, mais quand tu vois qu'il revient qu'à 3 secondes, il y a quand même tout ce côté. Je vais vous l'avouer, humblement, je ne comprends pas les pneus. Je ne les comprends officiellement plus du tout. Parce que Bottas, il n'a pas non plus fait du tourisme sur les 15 tours d'avant, je pense. Ça va, puis il arrive quand même à retrouver un rythme, à rattraper Verstappen. Enfin, c'est très particulier. Bon, après, il n'avait pas de turbulence, alors que Verstappen avait celle d'Hamilton devant, bien sûr. Mais Verstappen lâche complètement l'affaire sur les derniers tours aussi. Oui, c'est vrai. L'écart, il prend quand même je crois qu'il prend une bonne seconde 5 ou quasiment dans les 2 tours qui suivent. Et après, ça a glissé un peu plus, de manière un peu plus calme, mais quand même, moi je pense que de toute façon c'était normal. Hamilton avait le meilleur rythme, en plus après tu mets Verstappen un peu dans les turbulences, ça doit pas être parfait pour lui, c'est bien normal. Mais la lutte en tout cas promet d'être belle. J'ai lu une stat d'ailleurs sur Twitter, je me demande si c'est pas le Frec d'ailleurs qui l'a posté, qui disait globalement si maintenant c'est à chaque fois Perez ou Bottas, disons, qui prend le point du meilleur tour, et que Hamilton gagne les 2 prochains Grands Prix devant Verstappen, ils arrivent ex-aequo au dernier Grand Prix à Abu Dhabi. Ce serait dingue. Donc là, il faudra déjà commencer à calculer qui serait devant en termes de victoire, de deuxième place, de machin, de tout ça, parce que ça dépend. Enfin, ça devrait être Verstappen. C'est forcément Max. Ouais, donc ça sera forcément Max. D'ici à ce que Verstappen accroche Hamilton et que ça devienne un drama interplanétaire, ça fait 4 saisons sur Netflix, ça fait un truc, vous pouvez même pas imaginer ce que ça serait.
On en est encore bien loin. Et on rappelle que la fin de saison, entre ces deux bonhommes, ce sera sur 3 circuits qu'on ne connaît pas. Puisque même Abu Dhabi, on ne le connaît pas encore exactement, précisément. C'était bien toi, le Franck. Merci beaucoup pour cette très bonne stat que j'ai vue tout à l'heure sur Twitter. Je me suis dit, bon Dieu, imaginez si ça faisait comme ça. Le nombre d'argent que Netflix mettrait pour avoir un scénario pareil. Bon, au moins, cette fois, ils n'auraient rien à rajouter dans le scénario. Donc, Oh, je serais ils capable. auraient juste ils Logiquement, n'auraient pas oui. besoin d'en faire trop. C'est-à-dire que Mercedes et Red Bull leur écrivent la saison, pourtant, mais non, ils Ça. ont quand même rajouté des trucs. Au niveau des seconds pilotes, écoutez, Sergio Perez a quand même fait. On a parlé de Valtteri Bottas, je pense que le pauvre, maintenant, on va le laisser de côté, qu'il se remette de ses émotions. Sergio Perez a fait le travail quand même ce week-end, on va pas se le cacher, ça fait 2 très bons week-ends de suite pour le pilote mexicain. Il va chercher ce meilleur tour pour éviter qu'Hamilton ait un point de plus. Bon boulot. Oui, bon, après c'est le premier week-end, on a vraiment les 4 pilotes qui étaient à peu près dans le coup, quand même. Les 4, les 2 Red Bull et 2 Mercedes, c'était vraiment se tirer vraiment la bourre sur l'ensemble du week-end. Je crois que c'est la première fois cette saison où on a vraiment les 4 qui étaient vraiment dans le mix. Donc Bottas fait comme une. Pour rajouter quand même Bottas qui fait quand même le boulot en quali sprint quand même. Hein. Donc c'est quand même des points importants pris, donc il ne faut pas non plus totalement défoncer Valtteri, parce que Valtteri passe du coup. Max a certes une stratégie osée en pneu tendre, les 24 tours en tendre, il fallait le faire, il fallait oser, ça a payé. Après, c'est le contraire qui s'est passé le lendemain au départ. Donc, non, les 4 pilotes, donc les deux lieutenants, comme on dit, les 2 wingman, ont vraiment bien joué leur rôle quand même ce week-end. Donc j'espère qu'aussi, effectivement, ça continue comme ça sur les dernières courses. On aura aussi la même chose de leur part, parce qu'ils ont un rôle à jouer extrêmement important pour le championnat constructeur aussi, quoi. Petite déception peut-être du niveau de Perez pour la quali sprint, où moi je trouve que passer tout ce temps derrière Sainz, certes la Ferrari n'est pas forcément super facile à passer, mais enfin, on est d'accord, on parlait tout à l'heure justement, Perez qui savait bien placer sa voiture pour la première chicane, c'est absolument l'inverse qu'il faisait samedi. Hein. Parce que samedi, ces espèces de jets à chaque fois, il venait à 8 dixièmes et il se mettait à l'intérieur histoire de montrer à Sainz qui était là, ça ne servait à rien et ça lui faisait perdre 5 dixièmes avant la deuxième zone DRS, donc c'était peut-être pas très malin. Alors, pour faire un peu le miroir avec ce qu'on disait tout à l'heure, je trouve qu'en fait les perfs de Perez et Bottas montrent ce qu'il est capable de faire, ce qu'on peut faire avec des voitures de top team, c'est-à-dire de faire des très bonnes choses, mais aussi des fois ces pilotes-là qui sont pourtant des très bons pilotes sont coincés derrière une Ferrari, une McLaren ou autre, alors que Hamilton et Verstappen justement n'ont pas ces problèmes-là. Et en fait, ça pour moi, ça clôt le débat sur le fait que Verstappen et Hamilton sont vraiment au-dessus. Et effectivement, après Perez samedi n'était pas là, mais je sais pas, il a l'air d'avoir il a dit lui-même que la quali sprint c'était pas son truc, il n'a pas réussi à vraiment se mettre dedans. Alors je sais pas pourquoi. Est-ce que le format lui convient pas? Est-ce que lui qui aime bien économiser les pneus est pas forcément à l'aise avec une absence d'éléments stratégiques? Je sais pas du tout. Mais c'est vrai que c'était un peu décevant de le voir caler derrière Sainz, qui était pourtant à l'agonie avec ses pneus, il a dit lui-même, et puis sur son rythme de sprint était vraiment pas bon. Donc ouais, c'est un peu mitigé quand même. Par contre, en course, c'est vrai qu'à un moment, on a eu les 4 pilotes pendant plusieurs tours de suite qui se tenaient en 2 dixièmes. Donc ça, c'est quand même quelque chose qu'on n'a pas eu de la saison quasiment. Et si on l'a l'an prochain, ça peut être vraiment super intéressant. Et quand même signaler que Perez, il avait une vraie chance du podium jusqu'à la voiture de sécurité virtuelle qui permet à Bottas de le dépasser. Sans ça, je suis vraiment pas sûr que Bottas aurait terminé sur le podium, sincèrement. Oui. Parce que autant on avait vu en début de Grand Prix Hamilton se débarrasser de Perez en 2 tours, malgré la très belle défense de Perez, vous l'avez souligné. Bottas, il s'est rapproché à 2 secondes et après il était derrière, il se rapprochait plus, quoi. Donc Perez, à mon avis, aurait sans doute une chance de podium. Je dis pas podium garanti, Bottas aurait pu remonter sur lui à la fin. Mais on a vu que Bottas, c'était pas Hamilton et que malgré la Mercedes, il dépassait pas aussi facilement. Il faudra effectivement voir ce que ça aurait pu donner. Mais en tout cas, voilà, le top 4 était le top 4, on va dire, logique. Pas forcément dans l'ordre, en tout cas, Red Bull, Mercedes, enfin Red Bull, Mercedes, Mercedes ou l'inverse. Là, voilà, on a un petit peu mélangé le tout. Derrière, on a les 2 Ferrari. Bon, messieurs, on est d'accord que là, 3e force du plateau de manière assez claire. C'est assez ça confirme la tendance qu'on a vu au Mexique. Yeah. Bon, les mauvaises langues diront que quand on crache quasiment une McLaren au départ, ça aide aussi. Je veux votre avis d'ailleurs sur l'accrochage entre Sainz et Norris, qui lui aussi n'a pas été investigué. Hein. Oui. C'est Norris qui revient trop vite sur Sainz. Voilà. D'accord. Sainz garde sa ligne et Norris revient dessus, donc c'est lui qui va choper l'élan avant avec son pneu arrière. D'ailleurs, il admet un peu lui-même. J'ai vu des gens qui disaient que Sainz s'était décalé devant Norris, mais en fait c'est ce qu'il fait, mais parce qu'il lui bloque la piste, et Norris va le chercher hors piste et se rabat à partir du moment où il pensait de passer, ce qui n'est pas le cas. Donc pour moi, je suis d'accord avec Franck, c'est Norris.
Non, parce qu'il faut quand même souligner quand Michael Masi fait quelque chose de bien. Je veux dire, c'est là, de temps en temps, ça arrive. Hein, faut pas, le pauvre, faut pas non plus. Ça arrive. Mais j'ai hâte. Hein. Moi, j'ai hâte les 3 derniers Grands Prix. Qu'est-ce qui va encore nous sortir? Bon, le Qatar, compliqué, hein, parce que les limites de la piste au Qatar, ça va. Hein, c'est-à-dire que beaucoup de sable, donc ça devrait le faire. Par contre, Jeddah, mesdames et messieurs, si vous n'avez pas encore eu l'occasion de découvrir dans la fin 2021, dites-vous qu'on y est. Ça y est. Un circuit en ville où on ne va parler que des limites de la piste pendant 3 jours, ça va être merveilleux. Ils ont réussi à faire ça. Un sacré tour de force. Enfin, déjà qu'ils construisent la piste, on va voir après pour les dégagements, ce sera déjà un bon début. Mais vraiment impressionnant. Et puis Abu Dhabi, le nouveau Abu Dhabi qui pourrait aussi venir redistribuer les cartes. Mais donc voilà, Ferrari, maintenant qu'il prend une solide avance, en plus une solide option hein, pour cette 3e place au championnat des constructeurs. Et ce serait enfin, assez surprenant parce que c'est vrai que c'est McLaren qui a un peu tiré la couverture toute l'année, hein, avec des coups d'éclat, avec les podiums de Norris, avec la victoire et le doublé à Monza, mais finalement la régularité c'est peut-être un peu plus chez Ferrari qu'on l'a trouvé. Et Leclerc et Sainz, ça marche très très bien pour l'instant, ça marche du tonnerre. Pierre Gasly qui fait 7, on est presque déçu. Hein, voilà, on va presque vous dire quel mauvais week-end de Pierre Gasly, mais c'est vrai que bon, encore une fois, il tient la baraque hein, pour AlphaTauri. AlphaTauri et Alpine qui repartent ex-aequo. Hein. Ils étaient arrivés ex-aequo, ils repartent ex-aequo, puisqu'ils ont marqué le même nombre de points. Donc bon, encore une fois, messieurs, ça va être assez intéressant. Est-ce qu'on se dit pas quand même que l'AlphaTauri est plus rapide que l'Alpine, mais qu'Alpine a cette faculté quand même à pouvoir tenter des coups stratégiques avec notamment une usure des pneus un peu plus faible? Ouais, c'est ça. Et après, voilà, il faut 2 Alpines pour contrer une AlphaTauri en championnat. Donc, heureusement qu'il n'y a pas de Tsunoda qui est dans le coin, parce que sinon, je pense qu'Alpine aurait la mission beaucoup plus difficile. Oui, alors, Alpine revient un petit peu dans le game, on va dire, en termes d'exécution de course. C'est vrai que ça faisait quelques courses où c'était pas terrible. Puisqu'ils ne peuvent compter que sur ça, parce que la voiture n'a aucun développement depuis très très longtemps. Donc voilà, ça va être serré entre les 2 équipes. Moi, j'aurais bien du mal à mettre une pièce sur l'une des deux pour cette 5e place au championnat. Si Alpine fait tout bien correctement avec ces 2 voitures, ils ont une chance. S'ils se loupent, je pense que Gasly marquera les points nécessaires à lui tout seul pour aller choper la 5e place pour AlphaTauri. Mais à l'inverse, il suffit que seul Gasly se loupe. Et c'est plus compliqué aussi pour AlphaTauri. Vas-y, Paul. Ouais, alors c'est vraiment l'année où faire les pronostics. Moi, j'ai décidé d'arrêter, hein, parce qu'à chaque fois qu'on dit que c'est Red Bull qui gagne, c'est Mercedes et inversement. On a vu quand même au Mexique qu'il était possible de voir une AlphaTauri 4e et marquer des gros points. Les Alpines, on voit que rentrer dans le top 10, c'est déjà pas mal. Allez, si je devais mettre une pièce, j'en mettrais une sur AlphaTauri parce que Gasly est fait quand même que des week-ends excellents ces derniers temps. À chaque fois, il tire le maximum de la voiture. Alpine, on a vraiment l'impression que ça dépend du réglage de la voiture, de comment ils vont s'en sortir sur tel circuit, alors que l'AlphaTauri peut rentrer dans les points en permanence. Et il suffirait d'un top 8 ou 9 de Tsunoda, combiné à un top 6 ou 7 de Gasly. Et je pense que ça peut ils peuvent mettre un coup à Alpine. Mais comme vous l'avez dit, hein, la régularité d'Alpine peut faire la différence. Et il reste 3 Grands Prix, égalité parfaite, donc tout est très ouvert. Moi, je parierais un peu plus sur AlphaTauri parce que Alpine a quand même la chance d'avoir marqué 38 points en Hongrie. Et globalement, je trouve que l'AlphaTauri a été plus impressionnante sur l'ensemble de l'année et même récemment dans la dynamique dans laquelle on est. Ils ont de la chance que Tsunoda soit pas là, effectivement, mais maintenant Tsunoda est un peu meilleur, donc je pense quand même que d'ici, sur les 3 dernières courses, j'imagine qu'avec le fait que les autres connaissent pas non plus les circuits, il va pouvoir un petit peu en profiter et je vois bien marquer des points 1 ou 2 fois. Et je vois toujours Gasly viser le top 5. Donc, en fait, je pense que Gasly aura des capacités devant les Ferrari et les McLaren s'il le peut, alors que les Alpines, pas forcément. Donc, moi, je mettrais une petite pièce aussi sur AlphaTauri. Attention à Tsunoda à Jeddah, ça fait petit bois. Mais je pense que Tsunoda, le pauvre, n'a pas de chance hein, sur les dernières courses, en vrai. Si on est honnête, le pauvre, entre le Mexique, entre là, hier, parce que faut en parler, cet accrochage avec Lance Stroll qui arrive. Hein, on rappelle ce qui se passe quand même. Il casse son aileron sur la voiture de Lance Stroll et il prend 10 secondes de pénalité en plus. Oui, c'est sa faute. C'est sa faute quand même. C'est une attaque bien trop optimiste, à mes yeux. Hein. Il arrive de beaucoup trop loin pour tenter un dépassement. Alors, c'est un article qu'on écrivait là-dessus aujourd'hui d'ailleurs, c'est que il reproche à Stroll de ne pas avoir regardé dans ses rétroviseurs et d'avoir suivi sa ligne normale. Mais il y a 2 ou 3 voitures d'écart au moment où Tsunoda il commence son freinage. Donc je pense qu'il était bien trop optimiste. Et bon,
il était quoi? C'était pour la 12e position, je crois, donc c'était de toute façon pas pour une place dans les points. Il avait perdu plusieurs positions lors du sprint. Donc bon, je veux bien le défendre, hein, mais il est quand même vraiment en difficulté, il faut le dire. Et moi, je lui mets quand même 100% de la responsabilité sur l'accrochage avec Ouais. Stroll. Hein. Pour le défendre un peu quand même, il fait pas comme Verstappen, lui, comme il tente par l'intérieur, mais il pouvait rester sur la ligne si Stroll s'était pas rabattu sur lui. Il n'allait pas partir au large dans le S de Senna, donc C'est ça. c'était quand même un peu plus maîtrisé quand même. Il prend bien son virage. Ricardo fait les mêmes, on se prosterne devant lui. Donc j'ai tendance aussi un peu à mettre un peu ça en perspective. Et après, il se ruine sa propre course, parce que Stroll, ça ne lui fait rien. Enfin, je sais plus, on a la cause justement de l'abandon de Lance Stroll. Est-ce que ça avait un rapport avec ses dégâts A priori, c'était suite à l'accrochage. Oui, il expliquait qu'il avait perdu plusieurs parties de sa voiture, qu'il perdait beaucoup de points d'appui et qu'il n'arrêtait pas en gros de rétrograder dans la hiérarchie. Donc bon, il y avait plus vraiment d'intérêt à courir. Il était 14 ou 15e, je crois, au moment de l'abandon. Donc peut-être un peu plus haut, mais il n'était pas dans le top 10, ça c'est sûr. Donc, mais après l'accrochage, il était juste 11e, donc effectivement, l'accrochage lui-même lui a rien fait. C'est juste qu'après, il provoque la VSC parce qu'il perd des pièces. Et puis, ouais, effectivement, apparemment, la voiture était trop endommagée à force de perdre des pièces, quoi. Mais bon, je pense que de toute façon, là, il n'aurait pas forcément joué un coup. Je l'ai pas senti très rapide non plus ce week-end. Non, c'était assez compliqué. Mais voilà, moi, je trouve que le fait Tsunoda casse déjà son aileron avant, après, on lui remet 10 secondes. Voilà, c'est toujours le côté... bon, faut pas juger les conséquences d'un incident, mais l'incident en lui-même, mais... ce qu'on fait aussi depuis des années, c'est quand même de juger et de donner un petit peu une rétribution, on va dire, si quelqu'un a été impacté par l'incident de manière négative, on dit, allez, bon, ok, t'as fait un tête à queue, l'autre, il se prend 10 secondes pour, voilà... mais là, c'est Tsunoda qui fait un peu tout, donc je sais pas, c'est assez curieux, mais en même temps, un jour, on vous fera une émission, on fera ça, en fait, on prendra chacun 15 décisions des commissaires qu'on trouve étonnantes. Bon, allez, 25 pour que le choix soit quand même plus facile. mais voilà, on en prend 10 ou 15 et on regarde ce qui se passe parce que c'est toujours assez particulier, bien évidemment. Mais en tout cas, bon, c'était un Grand Prix compliqué pour Stroll comme pour Tsunoda. Bien sûr, bon, Vettel fait 11, voilà, hein, pour Aston Martin. Inspecteur Seb qui a été très drôle d'ailleurs à la radio en disant, quand il s'est garé, qu'il allait aller toucher l'aileron de Lewis Hamilton. Ça doit bien lui faire marrer parce que lui, il faisait ça à tout le monde. Hein. Il poussait les voitures avec le pied à l'époque. Ça ne choquait personne. Maintenant, Max Verstappen de donner $50,000 pour la même Vettel, il pourrait cumuler 1 million d'amendes sans problème. Hein, avec toutes les fois où il a touché, notamment les Mercedes. Une année de salaire en moins chez Aston Martin. Ouais. Je pense que là, c'est vraiment le fait. Ouais, non. Vas-y, Franck. Je disais juste les 50 000 € d'amende. En fait, je pense vraiment que c'est Mercedes qui a quand même soulevé ça. Je pense que dans un contexte normal, pas trop de rivalité, le fait qu'on aille se pencher un peu dans un cockpit, toucher un peu, effleurer un museau, un pneu ou quoi que ce soit, ça gênait personne. Là, vu le contexte hyper tendu entre Mercedes et Red Bull, on en parlera juste après avoir épluché la fin du résultat de la course, Mercedes n'a pas laissé passer. Je pense que ça a dû être bien signalé, ça a dû être bien remonté à la FIA et ça a été vu de manière extrêmement claire par rapport au règlement. Du Ralex Sidelex, quoi. Certes, il n'a rien touché, il n'a rien pu modifier sur l'aileron de Hamilton qui se fait pénaliser donc du coup pour un DRS légèrement décalé de 0,2 mm sur le bord droit de son aileron, donc quasiment rien. Mais voilà, c'est la loi, il ne faut pas toucher la voiture, donc 50 000 €, c'est 50 000 €, c'est comme ça. Mais alors, par contre, beaucoup disaient oui, mais écoutez, tout ce qu'il fait, c'est reporter l'écart de son aileron. Non, on parle d'un écart de DRS. Et à ce que je sache, les voitures ne sont pas arrêtées dans le parc fermé avec le DRS, le DRS ouvert, quoi. Donc, là, c'est mon petit côté un peu coup de gueule. Écoutez plutôt les publications pertinentes et ce genre de choses et commencez pas à écrire n'importe quoi sur les réseaux sociaux en disant des trucs qui sont aberrants. Parce que ça tournait en boucle. Hein. Samedi matin, c'était en boucle. On se dit, oh oui, non, mais tout ce qu'il faisait, c'était juste reporter son DRS par rapport à suite là. Mercedes, arrêtez. Déjà, je vous mets au défi de mesurer un écart de 85 mm et un écart de 85,2 mm. Hein, déjà, si vous arrivez à le faire, c'est déjà très fort. Et puis, je vous mets au défi de prendre, donc les voitures il devait bien avoir quoi 4 ou 5 mètres, hein, avec le moment où Verstappen doit passer derrière sa voiture. Tenez vos doigts comme ça pendant 4 ou 5 mètres sans bouger. Je pense qu'il est allé voir les deux ailerons pour justement alerter un peu la direction de course là-dessus, et parce que je pense qu'il y avait une idée de Red Bull derrière la tête.
Sauf que ça s'est un peu retourné contre eux parce qu'il a touché l'aileron et qu'entre-temps, le DRS a été jugé illégal. Mais lui a bien dit qu'en plus, il y allait pour vérifier la souplesse des ailerons et pas du tout par rapport au DRS. Ouais, il y a effectivement une autre théorie qui est apparue aujourd'hui, d'ailleurs, qui est un petit peu expliquée, enfin, sous-entendue par Red Bull, c'est qu'effectivement, aller effleurer peut-être la face inférieure de cet aileron supérieur, en fait, pour voir effectivement si en fait il y a une certaine souplesse, pas de flexibilité. Est-ce que voilà, cette face inférieure, elle ne serait pas capable de se recoller à la lame et d'être un peu plus fine avec la pression aérodynamique? Donc en fait, est-ce que le DRS, en plus d'être activé, quand la pression aérodynamique est très, très importante à plus de 300 km/h, est-ce que cette souplesse et pas cette flexibilité de la partie inférieure de la lame permettrait de l'affiner encore plus et de gagner ces quelques kilomètres-heure? Voilà, je crois que Red Bull essaie vraiment de comprendre, on va en parler, qu'est-ce que fait Mercedes avec cet aileron, qu'est-ce que fait Mercedes avec son moteur, comment ils arrivent à choper des vitesses de pointe pareilles, et surtout, pourquoi que sur la voiture d'Hamilton et pas sur la voiture de Bottas. Donc ça aussi, c'est un des grands mystères dont on va pouvoir parler. Très clairement. Derrière Vettel, bon, écoutez, on a Kimi Raikkonen qui finit 12e. C'est bien. Soit il fait un beau Grand Prix, Raikkonen, il part des stands. Bon, il se fait mettre en tête à queue. Enfin, il se fait mettre en tête à queue. Il se met un peu lui-même en tête à queue en allant percuter Giovinazzi en qualif sprint. Je pense que le pauvre Giovinazzi, il a vu ça se passer, il a dû dire mais non, s'il vous plaît, qu'il m'arrive que des merdes. Si là, pour une fois, j'y suis pour rien. Mais bon, il a quand même fait une jolie course. D'ailleurs, vous avez Russell, Giovinazzi, Tsunoda, on en a parlé, Latifi. Mazepin. Alors tiens, Nikita Mazepin, on va un peu en parler du pilote russe parce qu'il a fait un beau dépassement. C'est pas tous les jours. Un joli dépassement avec sur son équipier Mick Schumacher. Mais bon, le problème, c'est que ce que tout le monde a plutôt retenu, c'est que quand même, samedi, vendredi, pardon, il était touche à foin, le Nikita. Il était complètement dévasté en conférence de presse. Au fond du gouffre. Il était au fond du gouffre, ouais. Après C'est son erreur en fait, l'hyperbole. dans le dernier virage. Ouais, mais il se loupe dans le dernier virage. Mais là, quand même, arrivé quasiment en larmes devant les journalistes. Bon, après, expliquer aussi qu'il y a des gens qui partent chez As et tout. J'ai envie de dire, le pauvre, ça se trouve, il y a des gens qui partent chez As. Il y en a peut-être aussi certains qui partent parce que c'est son papa maintenant qui fait les bifetons dans l'équipe et que voilà, on va restructurer un peu le tout. Mais c'est. Non, mais ouais, c'est parce qu'il a appris qu'effectivement, c'est les gens qui partaient chez As ne partaient pas d'une autre équipe, ils partaient au Goulag. Donc, qui était un petit peu déçu pour le personnel de As. Ouais, c'est ça. Non, mais En congé c'est la première paternité. fois qu'on voit, c'est la première fois qu'on voit le côté humain finalement du personnage. Moi, j'ai trouvé que pour une fois, justement, on sortait un petit peu du côté. On aime tous le taquiner, on aime tous le charrier. Puis là, pour la première fois, on a vu un côté un peu plus humain du personnage. Moi, finalement, j'ai trouvé ça intéressant dans la mesure où on voit que le gars, il essaye, quoi. Il essaye, ça marche pas pour lui, il est dans la plus mauvaise voiture. Dans l'équipe, il n'y a pas de stabilité. Il a Gunther Steiner comme patron d'équipe. Enfin bon, il y a plein de motifs pour que ce soit difficile. Et ça a permis, on va dire, de voir une nouvelle facette du personnage, de voir qu'il était émotif aussi. Et bon, c'est pas une mauvaise chose, peut-être. Peut-être ça le rendra un petit peu plus populaire au sein du public, qui sait. Moi, le problème, c'est que j'arrive à trouver, à exprimer le fait que ce soit pas top. C'est triste, mais ça n'ajoute pour moi encore une couche sur le fait qu'il n'est juste pas fait pour la F1, ce gaillard. Il doit. C'est. Bon, il perd les pédales en course, tout ça, voilà, c'est déjà une chose, et il est complètement à la ramasse à certains moments. Quand on se prend des 3 secondes par son équipier sans raison, c'est quand même qu'on n'est pas complètement prêt, même avec une mauvaise voiture, son équipier a la même mauvaise voiture. Mais là, c'est en plus de rajouter qu'il y a ce côté un peu ultra émotif qui fait. En fait, je le sens pas bien en F1 pour l'instant, Mazepin. Alors peut-être que ça ira mieux par la suite, je lui souhaite, mais je le sens vraiment pas à l'aise actuellement. Le pire, c'est qu'en termes de chrono, il faisait un de ses meilleurs week-ends, en fait, c'est ça le truc. Ouais. Et on sent qu'il s'est mis la pression parce que justement, je pense qu'il a vu qu'il avait enfin le niveau pour aller chercher Schumacher, et puis il a fait son erreur, mais je pense qu'il y a un peu de tout. Il a aussi un peu l'accumulation d'une saison qui est très mauvaise. Faut pas, enfin, nous on le voit. Si nous on voit qu'il a une seconde, voire plus de Schumacher, lui aussi le voit. Et je pense que justement, il se rend compte effectivement que la F1 c'est très compliqué. Il se rend compte qu'il est pour l'instant l'élément le plus faible du plateau, et je pense que ça va pas être facile à vivre. Pour peu qu'il aille sur les réseaux sociaux, après bon, il y a aussi sa personnalité qui fait ça, et il y a des antécédents qui font qu'il a mérité une grosse partie des critiques, mais je pense qu'à lire c'est toujours difficile. Et je pense qu'il y a un peu une accumulation de tout. Maintenant, effectivement, ce qui m'inquiète un peu, c'est qu'il a l'air d'être de mieux en mieux au volant, mais il a quand même pas l'air d'être dans son élément. Globalement, sa saison est difficile et il a pas l'air
il a jamais l'air très heureux en fait. C'est ça qui, je te rejoins Michael là-dessus, c'est on sent jamais très enthousiaste quoi. Alors je pense que la voiture est pas facile à conduire, mais en même temps, il devrait quand même être content d'être dans les 20 meilleures voitures du monde quoi. Donc on dirait que c'est pas vraiment le cas finalement. Ouais, Oui. c'est un peu. Vas-y, Franck, non. Non, c'est un peu compliqué effectivement de comprendre ce qui peut se passer chez As. Alors peut-être que Netflix nous apportera quelques réponses pendant l'intersaison par rapport effectivement à cette histoire de personnel, de gens à qui c'était apparemment très lié, qui sont partis, voilà, qui sont partis alors ils sont pas partis forcément dans d'autres équipes. Une personne oui, une autre personne qui a carrément quitté la F1, voilà, parce que congé de paternité, la F1 devient extrêmement difficile. On parle quand même de 22-23 courses par an sur des enchaînements qui sont vraiment hyper abrupts. Et il y a pas mal de mécaniciens qui quittent la F1 et qui ne veulent pas y revenir ou qui ne cherchent pas à aller ailleurs, quoi. Donc voilà, on peut avoir effectivement l'image de quelqu'un d'assez froid d'un côté, mais aussi un peu blagueur. Certains ont parlé d'acteurs studio vendredi, effectivement, et de fausses larmes, de fausses réactions. Ça, je sais pas, je connais pas personnellement. Je pense qu'il y a pas mal une personne ici ne connaît personnellement, savoir si c'était vrai ou pas, ou si c'était surjoué. Mais ouais, il y a quand même une certaine pression sur ces jeunes pilotes, sur ces gamins là qui découvrent la F1. C'est pas facile chez As, effectivement. Alors, je sais pas pourquoi Paul a mentionné Gunther Steiner comme un problème chez As. Ça a été relevé dans le chat d'ailleurs. Pour nous le dire. Mais espérons juste pour eux que la monoplace 2022 sera plus compétitive au moins. Peut-être pas au niveau effectivement du milieu de peloton, mais au moins plus compétitive pour avoir peut-être revoir un peu des sourires sur les visages de Mazepin et de Schumacher aussi, parce que voilà, Mick aussi, il souffre. Voilà. C'est pas évident. On arrive en fin de saison. Tout le monde dit qu'ils sont claqués, même les pilotes sont claqués, donc j'imagine même pas dans les équipes, parce que ça doit être à monter, démonter. Là, on se fait comme un triplé Mexique, Brésil, Qatar, en termes de distance, d'heure de vol, c'est carrément c'est surhumain. En plus, le fret est parti du Mexique. C'était compliqué. Très en retard. Voilà, ils ont fini les bagnoles dans la nuit de jeudi à vendredi. C'est vraiment hyper compliqué. Donc, il ne faut pas du tout sous-estimer cet aspect humain de la F1 dont on parle finalement assez peu. Il y a quelques pilotes qui le font, hein. Je pense notamment à Lewis Hamilton qui a toujours un bon mot pour son équipe, ses mécaniciens, ses ingénieurs, ce que ne fait pas d'ailleurs en général Max Verstappen. Faut quand même le retenir. Ça, en tout cas en public. Voilà. En tout cas, oui, en public, c'est ça clair. Il remercie très rarement son équipe, quand même, Max Verstappen. Donc voilà, je tenais aussi à le glisser là aussi, parce que voilà, l'aspect humain de la F1, c'est quelque chose de très intéressant. Et on pourrait certainement essayer d'en débattre un petit peu pendant l'hiver. Hein, voilà, je pense qu'on aura quelques sujets abordés pendant l'hiver, et je pense que ça peut faire partie des sujets intéressants à développer. Manu, j'aime beaucoup cette expression que tu as mis dans le chat. Steiner, cette année, c'est main de mousse dans un grand velours. Mais oui. Avec Mazepin dans l'équipe. Qu'est-ce qu'il est mou. Ah, c'est voit plus, il parle plus. Quand il parle, c'est de la com toute plate. De toute façon, il parle plus que par les communiqués de presse de As qui sont. Nous, on voit beaucoup la différence puisqu'on traite les communiqués de presse et puis on regarde les interviews, etc. Et tu vois la différence en fait entre ce que les pilotes disent et ce que l'équipe écrit. Et Steiner, lui, ne parle plus dans les médias à part les conférences du jeudi où il est assez calme. Et au final, c'est le Steiner qu'on connaissait et qui a fait quasiment qui était la mascotte de Drive to Survive pendant 3 saisons n'est plus là, quoi. Donc je trouve que c'est un peu une catastrophe de ce côté-là. Et puis après, pour la fatigue des pilotes à As, je pense qu'il faut se rendre compte aussi que les autres équipes arrivent à progresser avec leur voiture, arrivent à trouver des choses pour fonctionner. Les Williams ont eu un moment de mieux, les Alpha ont quand même fait quelques courses sympas. Eux, non, en fait. Eux, toute la saison, ça a été 19 et 20e. Donc je pense que ça doit être très compliqué mentalement pour Schumacher et Mazepin, et spécialement pour Mazepin, parce qu'en plus, ils sont 19 et 20, et en fait, lui est 20. Et je pense qu'effectivement, c'est les seuls qui n'ont pas eu une seule éclaircie dans la saison. Donc la saison est longue pour tout le monde, et d'autant plus pour eux, je pense. Mais il a réussi à battre Schumacher hier, si je dis pas de bêtises. Hein, Ouais, il finit quand même dans Schumacher. C'est pas arrivé souvent cette année, donc au moins, il y a ce côté un peu sympa à mettre à son week-end, que était clairement son week-end le plus abouti, sur un circuit qu'il ne connaissait pas du tout, où il n'avait même pas roulé sur le simulateur. Donc vraiment, voilà, c'est pas... Nous dit dans le chat, effectivement, Mazepin cette année, il est 21ème. Oui, non, certes, bon. Ça, c'est juste pour être méchant, et voilà. Et de toute façon, le chat Twitch est caustique. Voilà, il y a ce qui se fait de pire sur Internet, le mec qui a commencé à insulter maintenant tout ce qui se passe. On fait ça pour le buzz, rassurez-vous, il n'y a pas de problème. Mais bon, c'est compliqué, hein, très clairement. Allez, plus que 3 Grands Prix avant en 2022 qui pourrait être meilleur, on leur souhaite en tout cas.
Je voulais juste, sur le fond de peloton de ce Grand Prix, rajouter que chez Williams, c'était pas la bonne ambiance ce week-end non plus. C'est Franck qui m'a envoyé ça tout à l'heure. Il y a eu une conversation radio à la fin de la course de Latifi qui a commencé à tailler son équipe sur la stratégie et son équipe qui, en gros, lui a dit de se taire et que c'était pas le moment de voir ça. Donc, je pense que le week-end a été compliqué chez Williams et on sent que la chute des performances depuis les quelques Grands Prix qu'ils ont eu de bien fait beaucoup de mal au niveau du moral et je pense qu'ils ont hâte que la saison finisse aussi. Ouais, c'est depuis pas la Russie parce que Russell est parti devant, mais après la Russie, depuis, c'est vrai que c'est très compliqué. Hein. Pour Williams en termes de perf, là, bon, ça a encore été un week-end assez difficile, même si Russell fait 13, donc bon, il s'est battu, on va dire, dans quand même le midfield un peu plus huppé que ce que Williams pouvait faire en début d'année. Mais c'est pas simple. Et puis ensuite, les abandons, donc derrière Ricciardo et Lance Stroll. Ricciardo, ça venait ponctuer un Grand Prix qui n'était pas non plus dingue, hein, encore une fois. Il aurait peut-être pu marquer 2 points, hein, peut-être avec sa McLaren, même s'il se battait contre Vettel. Donc, c'est un peu il compliqué. était 8ème, je crois. Hein. Il était 8ème, donc il aurait marqué 4 points. Je ne sais pas s'il devait encore s'arrêter ou pas, j'avoue, je ne m'en souviens pas. Mais je crois qu'il était 8ème au moment de l'abandon. Je pense que c'est la place qu'il visait globalement, de toute façon. Oui. Bon, ça allait permettre de limiter un petit peu la casse face à Ferrari, mais ça reste compliqué, très clairement, pour cette équipe de chez McLaren. Bon, voilà, hein, c'est pas simple. Au niveau des championnats, Max Verstappen a désormais 14 points d'avance sur Lewis Hamilton. C'est vrai qu'on était parti avec le Brésil, on se disait peut-être qu'on va être dans un scénario où Verstappen va pouvoir assurer jusqu'à la fin de la saison. Il va pas pouvoir assurer du tout, parce qu'il y a 14 points d'avance seulement pour Max Verstappen. Valtteri Bottas toujours 3ème devant Perez et Norris. Attention, parce que Leclerc est revenu à 3 points de Lando Norris, et comme quoi on a loué la formidable saison de Norris, mais ça coince depuis quelques courses. Depuis la Russie et depuis qu'il a perdu sa victoire, moi j'ai l'impression qu'il est resté là-bas. Hein. Ouais. Oui, c'est ça. C'est ça. Il est absent. McLaren un peu, hein, parce que finalement, Oui. Ricciardo a toujours été, mais Ricciardo est quand même très souvent devant lui depuis, et je trouve que on le voit là, il s'est fait renvoyer chier par Sainz après la course, il fait des erreurs, il semble un peu moins joyeux dans le paddock. Je pense que alors j'imagine qu'il bosse dessus parce qu'on sait qu'il est suivi par un psychologue, il a dit plusieurs fois, mais je pense que la défaite de la Russie lui a vraiment fait beaucoup de mal, encore plus qu'à McLaren. Je pense que McLaren a gagné en Italie, donc l'équipe avait gagné déjà, lui n'a toujours pas gagné. Et je pense que ça fait un petit peu la différence, ça fait beaucoup pour la saison. derrière, donc on a Carlos Sainz, on continue la très belle saison de Ferrari, Ricciardo est 8ème devant Gasly, et Fernando Alonso, comme quoi le meilleur pilote est 10ème cette année. Hein. Formule 1, vraiment, c'est terrible. Qui lance des trucs absolument improbables. Au niveau du championnat des constructeurs, Mercedes a pris le large un peu. Enfin, pris le large, non. Ils ont 11 points d'avance. Mais en tout cas, ils ont repris un peu d'air. Parce qu'on est arrivé avec un petit point d'écart entre les deux. Ferrari est donc 3ème maintenant, avec 31 points et demi d'avance sur McLaren. Donc là, on est à plus d'une victoire d'écart sur un pilote, donc ça devient compliqué. Hein. On va bientôt arriver au doublé d'écart. Et bon, McLaren on a certes fait 1, mais je suis pas sûr qu'ils vont refaire un doublé d'ici la fin de saison. Donc ça risque d'être un peu compliqué pour eux. Alpine est donc 5ème ex aequo avec AlphaTauri, 112 points pour les deux, mais Alpine est devant, puisque Esteban Ocon a gagné le Grand Prix de Hongrie. Aston Martin 7ème avec 68 points, 8ème place pour Williams avec 23, 9ème place Alfa Romeo avec 11 points, et dernier As avec 0. Tant vous dire que là, ça ne devrait pas bouger. Hein. On va attendre de voir comment le top 6 va se mettre en place, mais de la 7ème à la 10ème place, ça devrait rester pareil sur les prochaines courses. On n'aura pas forcément énormément de temps pour en parler, mais on rappelle que ce sera donc le Grand Prix du Qatar ce week-end, pour la toute première fois. Cette antépénultième manche de la saison. Toujours bien de pouvoir placer antépénultième, ça fait plaisir. Mais donc sur un circuit qu'on ne connaît pas, hein, Losail, personne ne connaît véritablement. Il y en a de données. D'ailleurs, j'avais commencé à voir aussi sur Twitter, les gens commencent à dire, est-ce que les équipes de F1 ont les données de la moto ? Non. C'est-à-dire que recevoir des données de machines qui ont 2 roues pour les transposer ensuite sur 4, ça ne va pas le faire. Tu multiplies pas par 2, non ? Non, c'est pas que non. Mais on prend pas juste la vitesse de passage en courbe de la Ducati et non, ça marche pas comme ça. C'est-à-dire la Ducati a autant d'ailerons qu'une F1, donc ça pourrait être assez utile, mais non, ça ne fonctionne pas comme ça non plus. Donc ça, il y aura pas beaucoup de. C'est ça, ils ont les données lidar, mais qui ont déjà été en fait, c'est le circuit qui les offre à tout le monde. Hein. C'est pas, je pense pas que je vois pas tout le monde qui a allé quémander Brivio. Alpine aurait l'avantage, en fait, on est bête. Ils auraient pu demander à David Brivio de demander à Suzuki. Allez voir, on va faire doubler Alpine ce week-end, on va avoir flou. C'est les seuls qui connaissent bien cette piste. Mais voilà, ils ont des données avec les simulateurs, tu le dis Romain dans le chat, mais ils n'ont pas qu'un simulateur, bon, ça a de ses limites aussi, donc ils peuvent que travailler avec les données qu'on leur donne. Avec le plafond budgétaire et le nombre de choses qu'ils doivent faire pour 2022, les simulateurs, ils limitent le temps aussi, parce que ça reste quand même des coûts. Alors c'est des coûts assez dérisoires par rapport à
à ce qu'ils ont à faire, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses dans les simulateurs aussi qui sont maintenant faites pour 2022, et à mon avis, ils le font pour que les pilotes soient prêts, mais je serais pas étonné que ce soit pas non plus quelque chose à des gros programmes, quoi. Alors, Snipes qui nous demande le circuit, il en est où? Alors, le circuit international de Losail a été fini de construit en 2004, donc rassurez-vous, ça va. C'est après. C'est l'Arabie Saoudite où on est plus dans la mouise, mais ça se passera très bien. En tout cas, au niveau construction du circuit, après, les petits drapeaux rouges, parce qu'on aura mis des bouches d'égout pas fixées, tout ça, voilà, on va les avoir. Mais normalement, la construction de la piste devrait se terminer sans problème. Hein. Il y aura pas de ville autour, mais à part ça, la piste sera finie. Ouais. Oui, mais alors écoutez, monsieur Touzeau, à un moment donné, s'il faut avoir des villes pour avoir des circuits en ville, bon. Ah oui, pardon. Mince. La Corée a prouvé Il que n'y a c'était pas de bon. TGV, il n'y a pas d'aéroport, mais c'est quoi ce pays, quoi? C'est un scandale, on va avoir des grèves tout autour du circuit et tout, ça va être dingue. Enfin, une grève là-bas, je pense que c'est. Non. Ça s'arrête très vite. Hein, ça Faut m'éviter. ne dure pas longtemps. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas le temps de faire République Bastille, quoi. C'est vraiment, c'est très. C'est compact. Mais bon, ce week-end, le Grand Prix du Qatar. Ne commencez pas à vous demander est-ce que c'est un circuit Mercedes, c'est un circuit Red Bull. On n'en sait rien. Voilà, comme ça au moins. Ça peut être les deux. Hein. Finalement, les voitures sont tellement pointues. Je pense que ça se joue tellement à l'exploitation sur les deux voitures que ça peut passer. Ça Sur peut le aller d'un papier, d'un je côté ou dirais de l'autre. un peu plus Mercedes parce que c'est courbe rapide et a priori, de ce qu'on voit en regardant un peu les formules de promotion par rapport à certains circuits comme Bahreïn ou quoi, les vitesses vont être assez élevées. Mais maintenant, c'est purement théorique et il n'y a vraiment rien d'arrêté parce que de toute façon, on a vu que les circuits Mercedes, les circuits Red Bull, ça n'existe plus vraiment. Donc, Ça va être ça va être- très très sympa à regarder en qualif. Hein. Vas-y, Paul, excuse-moi. Ouais. Non, je crois que Paul voulait parler. Tout m'est confus. Ah non, pardon, non. Non, mais les vitesses vont être folles. Enfin, le dernier secteur, c'est 3 courbes à droite prises quasiment à fond, une courbe à gauche qui va être prise quasiment à fond avant la dernière épingle. Ça va être sublime si on place bien les caméras. Problème de ce circuit à Losail, placer des caméras quand les dégagements font littéralement 120 mètres. Ça va être compliqué d'avoir des trucs vraiment qui vont se centrer sur l'action, mais c'est un circuit qui va être très rapide. C'était Russell, je crois qu'il avait comparé au Mugello, mais avec moins de déclivité, puisque c'est plat. Hein, là, on vous dire que c'est plat comme une feuille à 4, mais ça va être super super sympa, au moins en séance de qualification. La course, ce sera peut-être une autre paire de manches. Mais en tout cas, ce qu'on aura certainement pendant ce Grand Prix, ce sera de toute façon encore une fois Red Bull et Mercedes qui se chamaillent, parce que de toute façon c'est toujours le cas. Donc voilà, maintenant, mais ton DRS il est trop ouvert et machin. Toto Wolff, j'ai vraiment cru qu'il allait foutre des coups de poing à la gueule de tout le monde. Ça aurait été très beau à voir, mais je sais pas si ça aurait vraiment été malin. Mais il n'en pouvait plus. Toto Wolff maintenant, c'est en train de. Il est en train de craquer complètement. Là, on arrive quand même au moment où les deux équipes sont en train de totalement être en roue libre, parce que Toto Wolff il a quand même sorti une déclat où il comparait la situation actuelle de Mercedes au racisme que subit Lewis Hamilton depuis des années. Enfin, on sent que le mec n'est plus là. Hein. S'il touche plus seul, Toto Wolff, ça y est. Sa réaction au dépassement hier, là, quand il commence à gueuler sur la caméra parce qu'il voulait communiquer avec la direction de course, c'est quand même quelque chose. C'est prodigieux. C'est-à-dire qu'on l'avait dit, hein. On l'avait dit, ça va se jouer à est-ce que Mercedes va réussir à garder son calme? Non. Non, c'est officiel, ça ne marchera pas. Il faut dire que Toto Wolff et Mercedes, ils ont pris un peu de tous les côtés ce week-end quand même, faut quand même avouer. Ah, ça ne s'arrêtait plus. Alors déjà, on commence le week-end par une petite pénalité de 5 places pour Lewis Hamilton, changement de moteur, nouveau moteur thermique, on se dit bon, ok, c'est le Brésil, ça dépasse quand même un petit peu, même si tout le monde dit non, ça dépasse pas facilement, ok, bon, ça part là-dessus. Ensuite, il y a la polémique alors il y a 2 polémiques en fait sur les ailerons, et dont l'une a fait un cross avec l'autre. C'est là où effectivement où pas mal de fans se sont un petit peu mélangés les pinceaux par rapport aux soupçons de Red Bull qui était en train de monter un dossier avec Adrian Newey et Paul Monaghan pour la FIA. Donc ils ont été voir la FIA juste avant les qualifs sprint. Non, les qualifs normales, pardon. Les qualifs normales le vendredi en disant on a quelques questions à poser sur la clarification par rapport à la flexibilité, parce que voilà, chez Red Bull on est encore on ne comprend toujours pas comment Mercedes arrive à avoir de telles vitesses de pointe, donc on soupçonne une flexibilité un petit peu trop accrue des ailerons donc, arrière donc, de la W12. Et donc voilà, il y a un petit dossier qui est en train de se monter, tout ça. Et en fait, je ne sais pas si Mercedes se fait contrôler son DRS
pour ça ou pas. Mais c'est le DRS qui est légèrement hors tolérance, mais on parle de 0,2 mm sur 85 mm, donc c'est vraiment pas ça qui va jouer sur la vitesse de pointe incroyable de Lewis Hamilton ce week-end. Ça va peut-être faire un 0,1, 0,2 km/h en plus, voilà, peut-être. Et encore, on parle que d'un côté. Et on explique aussi que ce dispositif pour contrôler le DRS, c'est en fait une sorte de disque de 85 mm en métal que l'on passe à travers donc, le DRS ouvert, et ce disque en métal ne passait pas. Tout le long de l'aileron, en fait, il n'a réussi à passer que lorsqu'on lui a appliqué la force réglementaire de 10 newtons, qui est une très petite force, ce qui a permis un peu de légèrement soulever du coup le mécanisme du DRS et de dire qu'il y avait un petit écart de 0,2 mm sur le bord droit. Voilà, donc il n'y a aucune intention de tricher du côté de Mercedes à ce niveau-là. Je pense on a parlé un petit peu avec Manu ce week-end, je pense que c'est vraiment une question de fatigue aussi des pièces. On voit très bien Mercedes et Red Bull jouer avec des anciennes pièces, les réparer au fur et à mesure et tout. Et à côté de ça, Red Bull a le droit de changer son aileron 2 fois, 3 fois, avec la bienveillance de la FIA, donc ça a mis Toto Wolff hors de lui. Voilà, parce que pourquoi on n'a pas prévenu, pourquoi est-ce que Mercedes n'a pas eu le droit aussi de changer son aileron avant de subir cette pénalité, pénaliser l'autre, puisque c'est une disqualification quand même, donc il partait dernier. Donc ça, c'est la première polémique. Et la deuxième polémique, donc, c'est celle sur les ailerons flexibles. Voilà, donc Red Bull croit toujours que Mercedes fait quelque chose avec son aileron flexible. Donc on en arrive au sujet de la vitesse de pointe des Mercedes. Alors, même pas des Mercedes, de la Mercedes de Lewis Hamilton. Donc c'est la question de Soul Wright and Delicate sur le chat qui demande est-ce que le moteur est le seul responsable de cette vitesse de pointe. Le problème, c'est qu'on ne sait pas vraiment. Moi, je vais avancer une théorie, je pense être la plus probable. Soit Mercedes a réussi à trouver quelque chose effectivement avec son aileron arrière, à le rendre un peu plus souple, que ce ne soit pas détectable côté face inférieur, et à ce moment gagner des kilomètres de ce côté-là. Oui, mais pourquoi Bottas n'en profiterait pas? Voilà. L'autre théorie à laquelle je crois beaucoup plus, c'est que Mercedes développe un moteur avec un mode P-Max qui doit être présent sur toutes les voitures, parce rappelons que la FIA oblige les motoristes à équiper tous les clients avec les mêmes moteurs et les mêmes cartographies moteurs, et qu'il y a ce mode P-Max qui doit exister et qui n'est utilisé que sur la voiture d'Hamilton. En gros, on dit à vos clients, à Williams, à McLaren, à Aston Martin. Aston Martin, voilà, vous avez le même moteur que nous, vous avez aussi ce mode-là, mais vous n'y touchez pas. Ce n'est que oral. Voilà. Mais légalement, de manière conforme, tous les moteurs ont les mêmes cartographies. Et on autorise juste Lewis Hamilton, effectivement, pour le championnat, à les taper dans son moteur, et du coup, à faire en sorte que ce mode P-Max, il serve à aller choper les 20-30 chevaux supplémentaires selon Red Bull. Donc pour moi, c'est la théorie la plus concrète, celle qui peut se vérifier le plus facilement, parce que des ailerons arrière, ça reste quand même mécaniquement extrêmement simple. Je veux dire, un aileron, ça se démonte, on peut le. Là, en plus, il y en a un qui est sous-scellé à côté des FIA. Effectivement, s'il n'y a pas des astuces à l'intérieur, je ne vois même pas comment ça peut être possible, mais bon, en F1, tout est toujours possible. Donc pour moi, l'explication de la vitesse de pointe de Mercedes, elle réside là. C'est qu'en fait, on se dit qu'il y a un moteur pour 4 courses, et on met un mode P-Max qu'on interdit à tous les clients, qu'on interdit même à Bottas, et qu'on autorise à Hamilton. Et c'est là qu'on arrive à choper la vitesse de pointe nécessaire. Pour moi, c'est la théorie la plus probable. Voilà, c'est mon avis, donc je vous laisse... Ce qui est un peu dommage, c'est qu'on ne pourra pas tester cette théorie qui est très intéressante, mais on ne pourra pas forcément la voir, parce que McLaren et Ferrari, ça va être réglé avant la fin de saison, donc aucun intérêt pour McLaren de le mettre sur l'une des deux voitures ou sur les deux voitures à Abu Dhabi. Williams, il ne joue plus rien, et Aston Martin ne joue plus rien non plus. Donc effectivement, il aurait peut-être pu avoir une tentation d'aller contrevenir à ce qu'a demandé Mercedes, ou de demander l'autorisation à Mercedes. C'est ce que Williams faisait à l'époque, au début de la hybride. Ils demandaient en fait à chaque fois, vous vous rappelez, ça devait être terrible d'être ingénieur moteur Mercedes à l'époque, parce que toutes les équipes te demandaient, je peux mettre ce mode-là pendant 20 tours, puis ce mode-là pendant... Enfin, c'était absolument insupportable. Maintenant, c'est pas compliqué, les modes sont les mêmes en qualif et en course. Donc c'est effectivement le risque. Après, on est d'accord que, Franck, si on met une cartographie plus élevée chez Hamilton, il y a aussi un risque de casse qui est plus élevé. Tout à fait. En plus, Mercedes a admis que ce moteur de cette année 2021 il s'use beaucoup plus, il se dégrade beaucoup plus en performance. Et on a d'ailleurs posé la question du coup à Helmut Marko qui disait oui, chez Mercedes, quand on met un moteur neuf, c'est 20 chevaux en plus, à peu près, grosso modo. C'est leur estimation. Alors que chez Honda, si on faisait la même
la même stratégie pour Max Verstappen, prendre 5 places sur un moteur thermique. Pour eux, ce serait entre 4 et 7 chevaux. Il y a beaucoup moins de dégradation et de différence entre la puissance maximum moteur neuf, puissance maximum moteur à mi-vie, fin de vie, que chez Mercedes. Donc c'est le souci qu'a Mercedes cette année. C'est que le moteur perd beaucoup plus vite sa Pmax. Donc c'est aussi pour ça il y a eu une grosse alerte à un moment donné de la saison chez les moteurs de Bottas. On cherchait à comprendre pourquoi. Donc 3 ou 4 changements quasiment en l'espace d'autant de courses. Et c'est là qu'on a compris en fait qu'il n'y a pas forcément un problème de fiabilité en tant que tel dans le moteur, c'est juste que la dégradation est beaucoup plus importante. Et Toto Wolff explique cela par la pression qu'a mis Ferrari en 2019 avec son super moteur, qui ensuite a dû rentrer dans les clous suite à des manœuvres encore toujours en secrète entre la FIA et la Scuderia. Et donc voilà, Mercedes doit cette année, je pense, augmenter, aller chercher les derniers dixièmes avec son moteur, et du coup, ils arrivent dans une zone d'exploitation qu'ils n'ont pas eu à utiliser jusqu'à présent. En 2020, ils étaient encore à peu près tranquilles pour le championnat. En 2021, c'est plus le cas. Donc, où c'est qu'on peut gagner du temps? C'est dans les moteurs. Et en allant chercher les derniers chevaux dans le moteur, on est arrivé sur un mode qui dégrade un peu trop la puissance du moteur. Et moi, pour compléter ce que tu dis, je pense que Bottas a déjà utilisé ce mode-là à Monza, parce qu'à Monza, il remonte de la 20e à la 3e place. C'est vrai. Sur le Grand Prix suivant, il lui change son moteur. Donc j'imagine que c'était un test grandeur nature pour voir ce que ce mode-là était capable de... Enfin, se faisait au moteur et à quel point le moteur était capable de l'encaisser, en fait. Et je crois que Bottas, ce sont les 3 changements de moteur qu'il a eu récemment. Il a servi de laboratoire pour Hamilton, et c'est normal, hein, de toute façon, c'est un peu le rôle. Et je crois que maintenant, ils ont trouvé probablement un compromis qui permet à Hamilton d'avoir un moteur très puissant, mais qui puisse faire 3 courses ou 4 courses, puisque je ne pense pas qu'ils tenteront de le changer. Après, je ne serais pas étonné si jamais il est en galère de trouver les réglages sur un circuit ou l'autre, qu'il décide notamment à Jeddah et à Abu Dhabi, qui auront des longues lignes droites et des besoins de performance, de puissance. Je ne serais pas étonné que Mercedes décide de lui faire prendre 5 places sur la grille pour lui donner un moteur neuf, quand on voit les performances qu'il avait ce week-end. Ils ont bien dit qu'ils étaient contents de l'avoir fait au Brésil, parce que ça a pu montrer que justement ce moteur-là permettait de dépasser et que le moteur neuf avait quand même un gros rôle là-dedans, quoi. Jeddah, ça me paraît compliqué, hein. C'est vrai qu'il y a quand même, il y a besoin de vitesse de pointe, mais il y a toute une longue partie sur les 27 virages, je vais en avoir 12 où tu es en 4 ou 5e vitesse, quoi. Donc où vraiment il y a de l'appui, et quand il va être derrière, il va avoir beaucoup de mal. Et voilà, je pense que... Mais ça dépendra aussi de ce qu'ils glaneront comme données le vendredi, hein. Ce sera important de rouler. À mon avis, il y aura beaucoup de roulage d'ailleurs entre les équipes. On placerait un pied devant, voir un peu comment la voiture réagit derrière, pour voir un peu comment ça peut se passer. Mais le Qatar, ça peut se jouer parce que la ligne droite est infiniment longue. Et que voilà, ça peut être un bon endroit. Et Abu Dhabi, là aussi, ça peut peut-être le faire, avec notamment les bankings. Donc, pour compléter, on ne serait pas effectivement à l'abri d'une nouvelle pénalité pour Hamilton, parce que je ne pense pas que chez Mercedes, on s'attendait à devoir rouler 24 tours avec la Pmax, soyons clairs. Et pendant le Grand Prix d'hier, c'était quasiment pareil. Le temps qu'il arrive à choper Max Verstappen, il y a quand même une bonne 50aine de tours. Je pense que le moteur a quand même dû bien souffrir. Donc je ne serais pas étonné qu'on monte à 6e moteur thermique pour Hamilton sur un des derniers Grands Prix, si besoin. Surtout que c'est vrai que la performance de ce week-end, elle pose question, parce que là, on parlerait que de 5 places, en admettant qu'il n'y ait pas une nouvelle rétrogradation en fond de grille pour X raison. Donc, s'il se qualifie en pole, qu'il part 6e, qu'il a, admettons, une Ferrari, une McLaren à doubler, il est déjà dans la lutte pour le podium, finalement. Et c'est 3, 4 dixièmes supplémentaires par tour. Ça pose la question, est-ce qu'il ne vaut pas mieux se faire pénaliser et avoir ce gain supplémentaire en course? Et voilà, ce qu'on a vu au Brésil, c'est vrai que ça pose question de ce côté-là. Maintenant, est-ce que Red Bull va pas être tenté de faire la même chose? Pourquoi pas avec le Honda? Bon, apparemment, ils n'auront pas ces fameux dixièmes comme Mercedes semble les trouver, mais c'est vrai que, à voir, en effet, on n'est pas à l'abri d'un nouveau changement, comme le dit Franck, parce que c'était prometteur le rythme ce week-end. Ça rajoute une dimension en plus. C'est une merveille cette saison entre les deux. C'est incroyable. Extraordinaire. Vous avez le pilotage où les 2 pilotes, quand même, Hamilton et Verstappen, se mettent un cran au-dessus de tout le monde, parce qu'il faut voir les dérouillés pas possibles qu'ils mettent à leurs équipiers respectifs. Vous avez la communication entre les 2 équipes qui devient extraordinaire. Il va y avoir un pugilat à Abu Dhabi si ça se joue à la dernière course. Ça va être insupportable. Vous imaginez Mercedes gagne dans les derniers tours, Toto Wolff il prend un bouteille de champagne et l'écrase sur le crâne d'Helmut Marko. Enfin, des scènes affreuses évidemment, qui seraient totalement antisportives et qu'on espère pas voir.
Mais putain, si Netflix pouvait avoir une caméra à ce moment-là, ce serait quand même vachement bien. Voilà. Et puis vous ajoutez maintenant tout ce côté, ce petit jeu de poker menteur sur le point de la technique, sachant qu'ils vont pouvoir redévelopper aussi pour 2022 un moteur qui est un peu différent. On va pouvoir aussi refaire des évolutions aussi sur les voitures l'an prochain parce que c'est un petit peu bloqué depuis quelques temps, notamment à cause de la crise Covid. Bref, ça va encore être rock'n'roll jusqu'à la fin de l'année. Mais comme le dit le point J, il faut surtout pas que le moteur explose en plein Grand Prix. Là, c'est sûr que ça serait très compliqué. Ouais, mais là, il faudrait juste réexpliquer quelque chose. C'est qu'un moteur de F1 qui tourne à 88-89% de sa puissance maxi, il fait les 5000 km prévus. C'est quand on commence à échapper les 89,5, 100%, voire peut-être même à se dire on va aller sur 101% parce qu'on en a besoin, que là, effectivement, dans une zone qui est inconnue de la part des motoristes en termes d'exploitation course, parce que je pense que cette zone-là est quand même testée en banc, parce que c'est sur les bancs d'essai, effectivement, qu'on fait des milliers de kilomètres pour savoir quel est le point de rupture. Mais voilà, c'est pareil avec vos voitures de tous les jours aussi. Si vous roulez tranquillement à 2, 3 000, 4 000 tours minute grand maximum avec votre voiture, vous ferez 300 000 km avec. Si vous tapez des rupteurs tout le temps, si vous en faites 10, 15 000, 20 000, vous serez bien content, quoi. Donc c'est exactement la même chose. C'est si vous commencez à rentrer dans une plage de fonctionnement qui n'est pas prévue pour être celle nominale, vous commencez à user beaucoup plus les pièces. Merci Yann qui me précise, effectivement, il n'y a pas de champagne à Abu Dhabi, c'est vrai. C'est vrai que déjà, il n'y a plus de champagne tout court. Une bouteille d'eau de rose. Mousseux, maintenant. C'est du mousseux Ferrari, on rappelle. Ferrari présent sur 100% des podiums. C'est pas le cas pour personne d'autre dans cette saison de Formule 1. Mais oui, effectivement, il n'y a pas de champagne, que ce soit au Qatar, que ce soit en Arabie Saoudite ou que ce soit à Abu Dhabi. Et ben voilà, il explosera. Ce sera du Capri Sun qui sera écrasé sur la tête de Marco. Oui, excuse-moi, ça va être beaucoup moins impressionnant les images d'un coup. Au moins Marco sentira peut-être vivant. Oui, alors écoutez, voilà, c'est ça après, c'est des risques la Formule 1. Nous, on adore Helmut Marko, ça nous fait nos buts. Vous imaginez, il se passe un truc comme ça, il met un bourre-pif et après il prend un ticket et il dit Look, Motorsport is dangerous, voilà, bon. Tiens, je vais te montrer. Tiens, bam voilà. En fait, ce qui est fou avec cette saison, c'est que toutes les saisons normalement de F1, et moi, depuis là, je m'en souviens, à mesure que la saison avance, tu as la résolution qui arrive et la hiérarchie qui se dessine et tu sens les choses arriver. Et en fait, cette saison, au pire, les bonnes saisons, en fait, on va dire, c'est toujours un peu indécis, mais sans plus. Et là, en fait, on a l'impression que plus on avance, plus il y a d'éléments qui se greffent et moins c'est évident de savoir qui va gagner. Parce que il y a 2 week-ends, j'aurais dit que c'était clairement Verstappen. Il y a 4 week-ends, j'aurais dit que c'était clairement Hamilton. Et aujourd'hui, en fait, j'en sais rien. Je n'arrive pas à savoir comment déterminer qui a le meilleur avantage entre les deux. Oui, Verstappen a 14 points d'avance, mais 14 points d'avance, c'est pas grand-chose. Si on prend l'ancien Bahreïn, c'est quelque chose comme 6 points, donc c'est que dalle aussi. Et je pense qu'on a déjà vu bien pire que ça en remontée sur des courses, sur 3 courses. Donc, je trouve que la saison nous gratifie vraiment de quelque chose d'incroyable. Et plus ça va, plus il y a des choses qui se rajoutent. Et c'est pas impossible qu'il y ait encore d'autres éléments qui arrivent dans les 3 dernières courses, notamment avec les circuits qu'on connaît pas. Il avait 32 points d'avance avant Silverstone, rappelons-le. Et 2 Grands Prix plus tard, c'est Hamilton qui est en tête du championnat. Donc tout peut encore se passer. Dans cette fin de saison, tout peut se passer aussi de manière globale, bien évidemment, comme pourquoi pas Audi qui rachèterait comme ça McLaren. Voilà, tranquillement. On a eu quelques pistons comme ça. C'est la rumeur qui a véritablement secoué le monde de la F1 ce matin. Quelle idée de poster ça le matin aussi, les gens de chez Autocar, s'il vous plaît, on était à peine réveillés. C'était compliqué. Mais donc, le magazine Autocar, qui est quand même... parce qu'on m'avait posé la question sur Twitter au niveau de la crédibilité, évidemment, de cette source. On est sur une institution en Angleterre. C'est-à-dire que là, quand même, c'est du sérieux. C'est Auto Plus pour chez nous, si vous voulez un comparatif avec niveau magazine français, avec une carrière. C'est le mélange Auto Plus Sport Auto, en fait. Donc c'est vraiment costaud. Ouais. C'est ça. Et du coup, ce matin, une source proche donc, de Autocar explique que le groupe Volkswagen, mais donc via Audi, aurait acheté l'intégralité de McLaren Group pour faciliter son entrée en Formule 1. Vous avez parlé effectivement de l'arrivée d'Audi et de Porsche en F1 à l'horizon 2025-2026. Donc ici, ça se ferait comme ça. Incrédulité générale. McLaren qui vient avec un communiqué de presse. C'est normal aussi, c'est leur rôle, bien évidemment, de venir désamorcer la rumeur, parce que c'est ce genre de choses. En général, quand ça se joue avec des choses aussi importantes, quand ça sort et que ça fuite, on n'est jamais très content. Donc McLaren a expliqué, le groupe McLaren donc,
a entendu parler d'un rapport fait dans les médias comme quoi il aurait été vendu à Audi. C'est absolument faux. Et McLaren souhaiterait que l'actualité en question soit effacée. Ce qu'Autocar n'a pas fait déjà, premièrement. Donc, Autocar ensuite a rappelé un update, mais en tout cas, voilà. Et ensuite, la stratégie de technologie de McLaren a toujours impliqué des discussions et de la collaboration avec des partenaires. Enfin bref, voilà, tout ce qui est habituel. Ce qu'on entend rarement chez McLaren depuis la fin de l'ère Ron Dennis, mais qui fait du bien à retrouver, bien évidemment. En tout cas, ils nous disent qu'il n'y a eu aucun changement dans la structure de gouvernance et dans la structure de propriété du groupe McLaren. Bon. C'est normal, on est d'accord. C'est le jeu, messieurs. Maintenant, est-ce que ça veut dire, Franck, que c'est la fin de l'histoire ? Pas du tout. Si on décortique bien chaque mot, le temps utilisé, c'est bien au présent. Donc là, pour l'instant, c'est en gros à l'heure actuelle, à l'heure où on parle, donc ce lundi 15 novembre, il était 13h47 quand j'ai reçu le communiqué démentant cette vente. En gros, ce que vous dites, c'est que le groupe McLaren a été vendu, c'est inexact. Et si ça se trouve, ce lundi 15 novembre à 13h47, les papiers ne sont pas signés, donc mon communiqué démentant, il est juste. Je vous dis juste que c'est pas fait. Ou que ça n'existe pas, mais en tout cas que c'est pas fait. Est-ce que ça veut dire que ça va pas se faire ? C'est encore autre chose. Il y avait déjà eu des rumeurs la semaine passée là-dessus, effectivement, des liens entre McLaren et Audi. Comment ça va se goupiller ? Moi, je dis, il n'y a pas de fumée sans feu, clairement. Surtout Autocar, effectivement, c'est un magazine que je lis beaucoup, pour ma passion personnelle, qui est les automobiles sportives de route, Autocar, Auto Express, qui sont deux institutions en Angleterre. Et c'est vraiment toujours été des gens qui ont été hyper sérieux, qui sortent des scoops régulièrement et qui sont extrêmement crédibles. Pour avancer quelque chose comme ça, c'est qu'il doit effectivement avoir quelque chose d'assez solide. Donc voilà, et il ne faut pas oublier que McLaren est un groupe qui a été fragilisé. Il y a des investisseurs qui ont remis beaucoup d'argent pour sauver McLaren. Est-ce que c'est pas l'opportunité qu'on attend ? On sait aussi ce qu'Audi a fait avec Lamborghini, avec Ducati. Les marques n'ont pas été rachetées pour être démantelées, n'ont pas changé de nom. Elles sont restées identiques à leur ADN. Les Lamborghini aujourd'hui sont des voitures de route qui ont fortement progressé, qui sont reconnues, qui sont arrivées même au niveau des Ferrari, alors que les Lamborghini des années 2000 c'était bien loin d'être de la qualité des Ferrari. Donc une association, une alliance, un rachat, une prise de contrôle, ce que vous voulez avec Audi, pour moi, ça a du sens si effectivement le groupe Volkswagen veut arriver en F1 de manière solide. Et la seule équipe solide qui est entre guillemets rachetable, entre guillemets, c'est McLaren. On ne peut pas racheter Red Bull parce que je pense que Red Bull ne serait pas vendeur. Red Bull, ils sont là pour leur marque, ils ne sont pas là pour un constructeur. Donc voilà, pour moi, c'est totalement logique. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que ça va se réaliser ? Il n'y a pas de fumée sans feu. C'est mon opinion. De toute façon, après, on parle un peu dans le chat justement de l'intérêt d'Audi à faire quelque chose comme ça. En fait, il faut bien voir que l'intérêt, surtout pour McLaren, c'est-à-dire que le monde de l'automobile change. Ils auront besoin d'un gros partenaire pour l'électrification. Parce que McLaren est sorti de l'ornière il n'y a pas longtemps, et ils n'ont pas les épaules aujourd'hui pour l'électrification, ils n'ont pas le moyen de développer quelque chose de vraiment concret. Donc de toute façon, ils auront besoin d'un gros partenaire. BMW serait sur les rangs aussi, puisqu'il y a un historique entre les deux. Mais donc c'est pour ça que moi aussi je suis d'accord sur le fait que c'est pas du tout enterré, au contraire. D'ailleurs, le démenti d'Audi a été très rapide, je crois que c'est la journaliste Hazel Souswell qui disait ça, que le démenti d'Audi a été très rapide et assez vague en disant oui, en fait on discute avec plusieurs personnes, et McLaren a mis beaucoup plus de temps à faire un démenti très clair, mais en fait ça laisse penser que l'histoire est loin d'être finie, et de toute façon Audi doit vouloir justement entrer en F1 et en fait ferait quand même du profit, parce que derrière on sait que la valeur des équipes augmente actuellement, notamment parce que Liberty Media vraiment façonne la F1 sur le plan financier. Et ça va permettre aussi à un groupe comme ça de ne pas payer les frais d'entrée et d'arriver en étant propriétaire d'une équipe, donc en ayant les bénéfices tout en pouvant garder son nom. C'est pas parce que Audi rachète McLaren que McLaren disparaîtra de la F1, au contraire. Audi peut se positionner officiellement comme motoriste, mais en étant propriétaire de l'équipe. C'est pas un problème là-dessus. Ils peuvent faire cohabiter les marques, comme tu dis, Franck, ils le font avec toutes les marques dans leur groupe, et ce sera largement possible. Donc moi je pense que si Autocar l'a dit, c'est que c'est très avancé. C'est une rumeur d'ailleurs, le fait que McLaren et Audi soient ensemble en F1
on l'a déjà entendu il y a quelques semaines, donc ça montre bien que c'est pas d'aujourd'hui que ça a commencé. Et je pense que là-dessus, ce sera une bonne chose. Je vois dans le chat, on dit oui, ils ont fait la P1 et l'Artura en hybride. Effectivement, ils ont fait que ça. Et McLaren n'a aucune connaissance de ce qu'est la suite de l'automobile. Et je pense que, en fait, si McLaren ne s'associe pas à une grande marque, au risque justement de devenir une entité dans un groupe pareil, McLaren pourrait disparaître en tant que fabricant de voitures de route. Et s'ils disparaissent en tant que fabricant de voitures de route, leur présence en F1 sera limitée. Donc, pour moi, tout ça converge vers le fait que ça va se faire, que ce soit avec Audi ou avec un autre constructeur, mais je pense que dans tous les cas, dans 2 ou 3 ans, ils seront dans une galaxie de ce genre, que ce soit sûrement Audi ou BMW. Ce qui est pas bête, parce qu'effectivement, si on va au-delà de la Formule 1, pour un constructeur exotique, entre guillemets, comme ça, c'est compliqué quand même. Hein. Aujourd'hui, quand vous regardez, voilà, Lamborghini fait partie d'un groupe, Ferrari aussi. Hein. Quand t'es seul, bah là, bon, il reste quoi Koenigsegg. Est-ce qu'on a des nouvelles des différentes Koenigsegg Pagani aussi, qui est pas non plus. Et encore quoi que Pagani, est-ce que ça fait pas partie d'un groupe d'ailleurs cette affaire? Non, Pagani, justement, ils vendent. Eux, ils ont de la chance d'avoir une clientèle ultra riche à qui ils peuvent vendre 3 millions leur voiture. C'est ça, ils en vendent 4 et ils ont fait leur chiffre d'affaires, quoi. Mais c'est pas une stratégie. Je crois que c'est Bugatti, le propriétaire moyen de Bugatti a 80 voitures et le mec de chez Pagani m'avait dit une fois qu'ils font jamais des commandes de modèle unique. Quand ils font une commande, c'est le propriétaire en commande 2 ou 3 ou 4. Donc c'est comme ça qu'ils font leur blé en fait. Mais McLaren ne sont pas exactement sur le même. Ils ont quelques modèles comme ça, mais McLaren ils sont plus bas que ça en fait. Ils sont sur une espèce de tranche un peu bâtarde entre des Porsche à 150-200 000 et des hypercars à 2-3 millions. Ils ont cette tranche des voitures à 300-400 000 qui aujourd'hui sont les plus en difficulté. Donc c'est là-dessus que c'est un peu compliqué. Comme le dit Snipes, on n'est pas dans le même monde. Hein. Très clairement, oui, ça c'est sûr que. Non. Voilà. Oui, c'est pas des moteurs neufs, c'est des voitures neuves. Hein. c'est autre chose, hein, très clairement. Non, ces gens, eux, voilà, quand ils vont pas sur la centrale pour chercher une Golf qui a moins de 300 000 km et voilà, non, c'est pas ça. Eux, ils disent bonjour, bonjour Monsieur Brown, est-ce que je pourrais avoir une voiture? Merci. Voilà. Et puis ça se fait comme ça fait très rapidement, c'est très, très pratique ce genre de choses. Mais le problème, c'est que chez McLaren, c'est pas souvent. Voilà, le téléphone ne sonne pas si souvent que ça, malheureusement, même quand les nouvelles voitures arrivent. Ça ferait du sens, effectivement. Et ça ferait sens, d'avoir McLaren qui rejoindrait la galaxie Audi. Encore une fois, ça ne voudrait pas dire que les McLaren n'existeraient plus, qu'on changerait toute la face de la F1. Non, ça ne veut pas dire que Audi viendrait avec une nouvelle, avec une équipe Audi F1. Non, non, c'est simplement, voilà, McLaren pourrait rester justement en F1 avec des moteurs Audi. Ça permettrait aussi à une autre équipe Porsche d'être motorisée par Porsche, puisque c'est un petit peu aussi la volonté apparemment du groupe Volkswagen. Mais voilà, c'est pas non plus. C'est pas impossible d'avoir ce genre de choses, mais on voulait quand même vous en parler, parce qu'effectivement, on a eu quelques personnes qui nous ont dit « Ah bah c'est bon, maintenant, ça a été démenti, vous n'avez plus à le dire ». Je vous rappelle que Sergio Perez est censé piloter une Aston Martin cette saison, si on en croit Otmar Zafnauer. Otmar Zafnauer est censé ne pas aller chez Alpine l'an prochain, si on en croit Otmar Zafnauer, donc bon, on n'a pas son avis sur Audi et McLaren, il n'aurait pas dit quelque chose. Surtout à ce niveau-là, les démentis, ils sont faits pour pouvoir négocier tranquillement sans avoir le feu des projecteurs, mais... Si y a comme tu disais Franck, c'est Franck qui disait ça, il n'y a pas de fumée sans feu, et honnêtement, c'est très probable que ça se finisse par se faire d'une manière ou d'une autre, et peut-être pas exactement de cette façon-là. Ça peut être aussi une co-entreprise qui naît de ça, et il peut y avoir d'autres solutions. On a vu par exemple que Bugatti aujourd'hui est passé sous le giron du constructeur électrique Rimac, puisqu'il y a une co-entreprise avec Bugatti. Donc il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire, et ça peut être beaucoup de formes, mais dans tous les cas, il faut s'attendre à ce que McLaren soit racheté, et en même temps, ça ne veut pas dire que l'équipe va disparaître en tant que telle. Après, ça pose quand même de sacrées questions, parce que ça veut dire pendant 2, 3 ans, 4 ans, on va avoir un McLaren Mercedes, alors qu'on sait que McLaren a été vendu à Audi. Est-ce que Mercedes doit continuer à fournir son moteur à un groupe qui appartient à Audi? Voilà, on parle quand même de 2 concurrents allemands qui sont quand même très, très, très fortement bien placés sur le premium. Ça veut aussi dire quoi? Que si McLaren et Audi s'associent, développent un moteur, est-ce que ce même moteur sera partagé avec Porsche? Donc si Porsche le développe, est-ce que c'est avec Red Bull Powertrains? Et donc ça veut dire qu'il y a peut-être une association entre Red Bull Powertrains et McLaren derrière en sous-main. Il y a tellement d'implications en ce moment là à régler en l'espace de quelques semaines en plus, hein, parce que là voilà la réglementation 2025-2026 elle va se lancer là. Donc les grandes bases normalement veulent être définies d'ici la mi-décembre, et ensuite les détails d'ici la mi-2022. Ça veut donc dire qu'il faut régler tous ces aspects commerciaux, ces accords, ces partenariats. Voilà, d'ici en un mois, quoi. Et donc voilà,
En plus d'avoir un final en apothéose voilà, à Abu Dhabi, on aura peut-être des annonces absolument spectaculaires pour le futur de la Formule 1 dans 2, 3, 4 ans. Quoi. Donc, je veux dire, tant mieux, prenons ça comme un très bon signe pour la santé de notre sport. La F1 qu'on aime tous, c'est pas quelque chose qu'on imaginait il y a encore quelques années. Donc, surtout, je dirais même déjà l'année dernière, quand le Covid a frappé le monde entier, on s'est dit, la Formule 1, il y avait quand même 3, 4, 5 équipes qui risquaient d'y passer. Et là, plus d'un an après, on est en train de dire, voilà, la Formule 1, c'est vraiment le sport qui a le vent en poupe, c'est des rentrées d'argent pour tout le monde, et c'est magnifique. Donc voilà, moi, que ce soit Audi, que ce soit Porsche, quels que soient les accords, ça sera quelque chose de très bien, on va surveiller. Je pense que voilà, on a juste à attendre les annonces maintenant, et je pense que ça va pas trop tarder. Le Financial Times aussi, qui s'est saisi un petit peu de tout ça, explique que d'après leurs sources, eux, on est donc à des discussions qui sont à un état très peu avancé, et que si quelque chose se passait, tout ce qui est paiement, on va dire, en monnaie sonnante et trébuchante, ce serait pas avant le début de l'année prochaine, plutôt vers le printemps. Donc effectivement, ça peut aussi prendre son temps. Mais après, rien n'empêche Audi de se mettre bien en tête, de dire voilà, effectivement, début décembre, on fait ça, c'est parti. Et puis après, on va voir où tout cela va nous mener, mais il faut effectivement s'y mettre, parce que bien sûr, Carvalho Cross nous dit j'attends l'annonce officielle de Guan Yu Zhou chez Alpha. Écoutez, Demain. si on en croit, Demain soir. si on en croit, comment dire, un concessionnaire Alfa Romeo en Chine, ce sera donc bon pour demain. Voilà, ce sera bon pour demain, et on aura un premier pilote chinois en Formule 1. Ce sera une première en pilote titulaire en Formule 1. Et c'est Zhou. Quelle belle époque on vit. C'est merveilleux, il pourra montrer tout son talent face à Valtteri Bottas. C'est un Grand Prix de Chine en plus. Ouais, non, ça c'est très fort. Un copain pour les pilotes X1, ouais, c'est pas... Après, laissons-lui une chance quand même. Il n'est pas ridicule en GP2. Il a mis du temps en F2. Mais on se rappelle que Kobayashi n'était pas un très bon pilote de GP2. Il était un pilote totalement honnête en F1. Alors, évidemment, Guan Yu Zhou, ça ne fait pas rêver. On aurait aimé pour cher parce qu'il est français. On aurait aimé Piastri parce qu'il fait une super saison. Mais la F1 et la F2, c'est pas exactement la même chose. Et Zhou a quand même beaucoup d'expérience, notamment avec les Pirelli 18 pouces. Donc, c'est pas impossible que ça puisse aller pour lui. En tout cas, que ce soit pas la catastrophe que tout le monde attend. Et voilà, au moins lui laisser les bénéfices du doute. Après, s'il est pas bon, Sauber aura largement de quoi le remplacer par la suite. C'est vrai. Il y a beaucoup de pilotes qui sont révélés en F1 qui étaient moyens plus en F2. Et le contraire, des pilotes très forts en F2 qui sont écoulés en F1. Donc, Et il y a aussi eu des pas top en F2 qui étaient pas top en F1. ça, c'était plus souvent. Ouais. Mais ça arrive assez souvent, cette affaire. Mais plus tu payais, plus ça passait. C'est ça. Bon, vraiment, d'après ce qu'on dit, Zhou, il paye beaucoup. Mais on va voir, évidemment, ce que ça va donner. On va me prendre pour un hater de premier plan. Non, je lui souhaite le meilleur, vraiment, voilà. Mais je suis pas convaincu que ce sera super. C'est pour ça, le truc, si vous voulez. Après, Snipes nous dit Latifi, je suppose. Latifi, on est les premiers à le défendre ici. Pas top en F2, pas top en F1, mais s'améliore, le gaillard. Et puis, Il a battu Russell ce week-end. Ah, non, mais il commence à faire jeu égal avec Russell, qu'on est en train de montrer comme la future superstar de la F1. C'est pas impensable de le voir. Puis Latifi a débuté dans une saison horrible. La saison 2020, pour commencer, je pense que c'était la pire, avec des essais 4 mois avant la saison et une saison de 17 Grands Prix en 5 mois. Fallait la tenir quand même. Avec une Williams qui était vraiment pas bonne non plus, parce que là, pour le coup, il n'y avait pas de remontée possible, et il n'y avait pas de... On voyait pas le bout. Non, franchement, c'est pas un mauvais pilote, le Canadien, maintenant en Formule 1, et on sait jamais, l'an prochain, maintenant qu'il commence à avoir, l'expérience un peu aussi dans le simulateur de la voiture 2022, tout ça. Face à Albon, beaucoup voient Albon détruire son équipier, moi j'en suis pas convaincu, et on va voir ce que ça donnera. L'an prochain, bien évidemment, on n'a plus que quelques mois à attendre. C'est en février que débuteront les essais hivernaux, je crois, du coup. Alors, ça devrait être au moins fin février, je pense, les premiers essais hivernaux. Ouais, tout début mars, je sais plus. Enfin, ça arrive, rassurez-vous. Mais avant cela, on va profiter des 3 derniers Grands Prix d'une saison 2021 qui aura été exceptionnelle, quoi qu'il arrive, et qui pourrait encore être bien meilleure. Mais non, enfin, Xoan, s'il n'est pas empaillé, le chat, regarde, il bouge. Non, tout va bien. Il vit sa meilleure vie. Mais en tout cas, les 3 prochains Grands Prix, on les décryptera, bien sûr, dans Grand Prix. On se retrouve, alors, la semaine prochaine. Écoutez,
lundi ou mardi. On va voir comment ça se goupille cette affaire. Je ne sais pas encore vous le dire. Mais on se retrouvera bien sûr pour vous parler du Grand Prix du Qatar. C'est ce week-end. Attention au petit point horaire. Ça revient à des horaires beaucoup plus habituels pour nous puisque le Grand Prix sera dimanche à 15h. Et les qualifications samedi à 15h également. Mais attention, ce sera quand même un Grand Prix de nuit. Puisqu'au Qatar, il sera 17h au départ des qualifs et de la course. Donc ce sera un peu un Abu Dhabi bis. On démarrera de jour et on finira de nuit à mon avis. Il ne reste plus du tout de Grand Prix de jour maintenant, puisque Jeddah se fera aussi de nuit. Et oui, c'est la dernière fois, rendez-vous compte, qu'on a vu les F1 2021 rouler en rythme de course de jour. Interlagos, rendez-vous compte, c'est la fin d'une ère. Ce qui va favoriser Mercedes d'ailleurs. Et oui, température plus faible, donc ce sera très positif. Faudra voir tout ce que ça va donner. En tout cas, on a hâte de découvrir ces 3 chapitres. Moi, j'ai extrêmement, je sais pas, Paul, toi aussi peut-être, mais j'ai hâte d'être le 12 décembre en fait. C'est pas d'un jour pour le Qatar et pour l'Arabie Saoudite, mais je veux savoir comment ça va se terminer. Mais je crois qu'on est tous pareils, on est tous comme des fous. En plus, la saison a été tellement longue. Évoquer les courses du début de saison, j'ai l'impression de parler de la saison 2019, quoi. C'était interminable, mais quand ça se passe comme ça, on en redemande. Avoir 14 points d'écart à 3 courses de la fin, franchement, c'est exceptionnel. Donc, que le meilleur gagne, j'ai envie de dire. Et j'espère surtout qu'on n'aura pas d'accrochage en piste, que ce soit propre et que le plus méritant gagne au mérite et sans mauvais geste. C'est surtout ça, en fait. Celui qui fait le meilleur dossier contre la FIA. C'est ça. Mais oui, mais parce que oui. Le moins flexible. Mais c'est tellement garanti qu'en plus ça va jouer sur tapis vert 2 mois et demi après la saison. Ça va être exceptionnel ça. Ils vont ruiner les vacances de tout le monde. Ça serait trop triste que ça se joue là-dessus après la saison qu'on a eue. Hamilton qui fête son 8e titre sous les feux d'artifice et le lendemain on apprend que Red Bull a porté réclamation et que ce sera décidé dans le Conseil mondial extraordinaire. Ça c'est la saison qu'on aime. Avec l'échange du trophée des champions qui se fait aux essais hivernaux 2022 du coup. Oh l'horreur absolue. Oui mais c'est pas diffusé, on fait comment? Merde. Bon à Bahreïn pour la première course de 2022, alors c'est pas grave. Le truc affreux, c'est des mecs qui relancent une saison et là, imaginez, les essais hivernaux se passent super mal pour Mercedes Red Bull, ils savent qu'ils vont être 15e toute la saison et en plus ils doivent rendre leur trophée. C'est une horreur absolue. On espère que ça n'ira pas jusque là quand même et qu'on aura le champion le 12 décembre. Ça nous arrangerait fortement dans les 2 catégories, les 2 championnats, pilote et équipe. Ça serait bien mieux, bien évidemment. Merci beaucoup d'avoir suivi ce nouveau numéro de Grand Prix. On espère que ça vous a plu et ça a l'air. Vous avez été très nombreux en tout cas aussi, encore une fois. Merci Manu, merci Franck, merci Paul. Et merci à tous. Merci à tout le monde. Et puis on se retrouve très vite. À la prochaine, ciao. Ciao. Salut.